ça va? Ça va bien, ça? Ben ouais. Salut! Ça va? Et ouais, toi? Ouais, ça va bien. Ouais. T'amènes la micro? Ouais, ça va bien. Ouais. Hein? Ben moi je suis dans les jambes, pas toi. Là, je vais pas vous bousculer, mais ce que j'aimerais faire, c'est vous setter tout de suite. OK. Comme ça, aussitôt que le gars arrive, on peut... Non, On est bonne pour nos places respectives? Yes. Ben oui, c'est ça. À 10 minutes de la rue, t'es-tu dans pas loin de votre arriver bientôt? Hey, hey, hey! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Enchanté, en fait. Oui, c'est C'est ça. jamais vu. Non, absolument. Le coup de cassette, Il on faut va. pouvoir donner une bonne poignée de main à quelqu'un. là. C'est-tu, hein? Pour une première fois, en plus, on s'en va. On s'en prend. Hey! Je te présente. Salut! Il est à Il est l'autre là, côté. Et comme ça, c'est le décalage à côté. Hey, mais attends. Hey, on a du café, oui. On a du café, viens-t'en, Louis-Philippe. Je te présente. J'arrête à mon deuxième. Je te présente Salut, Dan. Louis-Philippe. Salut, Dan. Moi, c'est Dan. Je te présente Louis-Philippe, CEO, PDG de Nexus Innovation. Puis lui, c'est Martin, mon partner, OK, ouais. dans l'apiculture, que tu as peut-être entendu J'ai entendu parler par Claudia, évidemment. Ouais, c'est ça. Sur LinkedIn, je pense qu'on s'était. Ouais. Tu t'es dit qu'un jour on serait amis. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on s'était écrit. Ouais, je t'ai dit que. C'était pas sûr, c'était pas fait. Ouais, parce que j'ai comme une politique sur LinkedIn où j'ajoute les gens que j'ai déjà rencontrés. Hein? Ok, c'est que là, après-midi, on reach out. Mais probablement, je sais pas pourquoi. Oh, j'ai été un privilégié. Ouais, c'est ça, moi non, moi j'ai pas passé son J'ai fait truc. l'exception, j'en fais des exceptions, mais dans le sens que, tu sais, règle générale, j'aime savoir quand est-ce que je l'ai connu, tu sais, ou de replacer la personne. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que c'est trop facile sur LinkedIn d'avoir plein de monde que tu connais pas. Tandis que, tu sais, j'aime ça avoir quelqu'un que je vois. Ouais, c'est ça. Moi, quelqu'un me demande là, c'est pour de la pub, moi je dis oui. Ouais. Les amis, Ça devient un peu ton. Ah! Le visage Yes. que j'avais rencontré. Écoute, la fois que je t'ai vu, pour vrai, t'étais déguisé en licorne. C'est vrai? T'étais, Comment ça? tu faisais le show, le gala virtuel que vous avez organisé pour vos 3 Oui, ans. oui. Puis là, Claudia m'a présenté parce que honnêtement, je t'avais pas Un vu. lait, excuse-moi, un lait, un sucre? Ouais. Un lait, un sucre. Ouais. Il est bon en passant ton café fil, Dan. Mais ouais, c'est ça, je t'avais vu là. Parce que, on dirait que sur LinkedIn, la photo, je l'ai pas ouverte là. Je savais que c'était toi pis tout ça, mais là, je te vois, je fais comme, ok, le gars, il se déguise en licorne. Quand même cool. Ah, mais t'as donné une idée, j'ai un garde-robe de costumes chez nous. Il est dédié, je dois avoir 50 quelques costumes, des activités. niaises? Non, c'est pas des jokes. Entre Batman et Spider-Man, qui gagne selon toi? Je veux savoir si on va des Moi, j'ai comme le goût de remporter. Le détective le plus puissant au monde avec sa technologie pourrait l'emporter, je pense. Batman. Batman, hein? Ouais. Moi aussi. Je pense que oui, c'est un vrai génie. L'autre, il est locker un peu. Ben, il est comme Locker, puis Ouais. il est ado, il a pas l'expérience. Ouais, c'est Il fait ça. comme, oh, ouais, ok, je sais pas. Spider-Sense, moi. On peut mettons. t'aimer. C'est bon, je t'aime. J'avoue que tu m'as stressé avec le podcast. Ben, voyons. T'es en vacances, t'étais stressé? Non, quand je l'ai lu après. Ok, fait que t'étais pas à Vancouver, t'as juste pas dormi de la nuit hier parce que t'étais stressé de venir ici, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui te stressait, Louis-Philippe? Hein? Explique-moi. Qu'est-ce qui me stressait? En fait, l'idée du Flop Lab, c'est de parler de toutes les affaires. Parce que le ton est tout le temps à l'inverse. C'est toujours comme Fil à success gauche. story. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, c'est de parler un peu de. On peut-tu apprendre de nos erreurs? On peut-tu aller creuser là où ça. Ça n'a pas marché tout le temps comme on voulait. Puis le micro, faut qu'il soit à 1 pouce de ta bouche, assez proche, là. Comme ça, là. Ouais, puis surtout que t'as une Ouais. voix, mon gars, baise en Ah oui, tabarnak, elle sonne c'est- bien, là. Elle Moi, sonne je vraiment vois bien. cette hein. voix de radio de fou, là. C'est malade, hein? Tu Moi, vas, j'ai l'air d'un perroquet. Quand je parle, là, c'est fou à comparer de lui. Dan, on commence ça nous autres dans pas long? ou? Ok, tu nous dis, hein? Oh! Oh! C'est la cloche pour dire qu'on vient de puncher. Le ça travail commence. On peut commencer à biler. Ah oui, c'est ça, exact. Ah ben, bienvenue, Louis-Philippe Vallée, chez... en fait, tu vois, Machine 4771, on est dans l'atelier 4771 de podcast. Martin de la Roseville, bienvenue. Mon comparse, mon sidekick, mon Danny Verven de... Danny Turcotte, en fait, de Tout le monde en parle. Hey, bienvenue dans notre podcast qui s'appelle Flop Lab. Ouais, Flop Lab. Écoute, l'idée, c'est d'aller creuser les différents échecs
les différentes difficultés, les choses qui n'ont pas fonctionné à tout niveau pour qu'on puisse en apprendre de ça, tu sais. Et en fait, ça, je pense qu'on apprend pas mal à partir de ça, tu sais, c'est quand ça punch, autrement dit, quand ça fait mal, qu'on évite les prochains coups, là, c'est à peu près ça l'idée, là, tu sais. C'est drôle parce que je t'ai envoyé tout le synopsis, on va dire, du podcast, puis l'extrait. Tu me disais que t'étais nerveux. Tu disais, pourquoi t'étais nerveux? Ben, parce que parler de ses flops, c'est un peu faire preuve de vulnérabilité. Fait que je veux pas, c'est toujours inconfortable. C'est pas une posture que les gens généralement, ou l'humain est confortable à être dedans. Par contre, c'est très valuable, puis c'est pour ça que j'accepte d'être là, puis je suis content d'y être. Et mentionnons, fait d'honneur, Martin, je veux te le dire ici, notre ami, Jetlag, est allé dans un voyage dans l'Ouest. Il a son café à la main. Puis, c'est-tu moi où il sonne comme un morning man écœurant? Ils vont nous flusher, ils vont demander que c'est lui qui anime le podcast. C'est sûr, on va faire « Salut, ici Louis-Philippe Vallée, comment ça va? » Bienvenue au Flop Lab. Flop Lab. Le Flop Lab, ouais, ça peut être ça aussi. Finalement, on va garder le poste. Je sais pas si vous connaissez l'entreprise Nexus Innovation. Martin, nous autres, on la connaît en masse parce que on entend beaucoup parler de leur culture d'entreprise, évidemment. Honnêtement, j'ai appris à un moment donné que c'était une entreprise, Nexus Innovation, tellement que c'était comme, wow, c'est donc une culture plus, tu sais. Par une de vos ambassadrices de votre culture, Claudia Lépine, qu'on salue présentement, qui est une des personnalités RH les plus inspirantes que j'ai rencontrées. Je dois en face, là, je dis même pas ça pour être têteux, c'est vrai. La fille, elle a des idées, elle a aussi un objectif assez clair. Elle est super créative aussi. C'est vraiment créatif. Puis elle veut révolutionner le monde du travail. J'ai comme l'impression que son prétexte, c'est que son lab à elle, c'est Nexus Innovation. C'est-tu moi ou c'est un lab à culture, votre affaire? Il y a des gens chez nous qui diraient on n'est pas un lab, on est une entreprise, on a d'autres objectifs mais je pense que c'est un beau véhicule. C'est un beau véhicule. C'est pas un lab. Notre but, c'est pas de devenir un espace où on essaie des affaires. Là, je pense qu'on perdrait peut-être d'autres objectifs de vue qui sont importants quand tu gères une entreprise. Mais absolument, je pense que Nexus est un véhicule pour Claudia, pour essayer de nous aider à faire les choses différemment puis à faire les choses mieux. Okay, je trouve ça intéressant parce que là, ce que tu dis, c'est que dans le fond, parce qu'on a l'impression un peu que c'est un laboratoire, mais tout est super calculé. Super calculé. Je pense que un peu dans la philosophie agile, on assume que les choses qu'on met en place ou qu'on essaie sont pas parfaites à la base, puis qu'on va itérer dessus sur une base régulière. Donc, ça peut avoir l'air d'un lab de l'externe quand on regarde des choses qui se passent, surtout que c'est des choses qui sont peut-être innovantes là, en termes de modèles de gestion, en termes de pratique. Mais ça reste que j'ai corrigé sur la notion de lab parce que je veux m'assurer qu'on n'oublie pas que on n'est pas là pour bâtir une entreprise qui est... Ce que je comprends, c'est que dans le fond, tu es un peu dans la règle du 80-20. Là. On dit qu'écoute, on se laisse, on a une chance de 8 sur 10 que ça marche, mais il y a un 2 sur 10, ça se peut qu'on corrige, mais on est assez on target quand on met quelque chose en place. On essaye le plus possible. Il faut se mesurer quand on essaie des choses parce que c'est un peu cette philosophie-là vient avec un mindset où c'est beau d'essayer des choses puis de mettre en pratique des affaires qui sont imparfaites, mais si on prend pas le temps de s'arrêter puis de regarder ce qui marche pas, on perd un peu la valeur de mettre ces choses-là en place rapidement. T'sais, on les a mis en place en se disant on va itérer dessus. Si on n'itère pas dessus, on se plante. Puis c'est d'ailleurs pas tant un des flops qu'on a eu. Ah oui, pour vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? On a essayé des choses dans les dernières années, notamment, par exemple, notre modèle de gestion qui est un peu différent, on va dire. C'est-à-dire, c'est quoi votre modèle? Expliquer, ouais. Ouais, vas-y donc. Rendu là. Pour nous dire que c'est un flop, je vais l'entendre, c'est sûr. Ouais, je dirais pas que le modèle est un flop, ou du moins, on n'est pas encore rendu au stade où on l'a qualifié de. Peut-être ça va l'être, on donne encore du temps. Quand on va t'inviter le prochain coup, ça sera ton flop. Exact, ça va me faire plaisir. Ce qu'on a fait il y a 2 ans, c'est qu'on a pris des gens un peu de l'organisation au complet, on les a assis dans une salle, puis on s'est dit, écoute, on n'est pas fan de la structure hiérarchique. On sait que ça a ses faiblesses dans le monde du travail, une structure de drop-down, on va dire. Là. Et puis, on s'est dit, OK, mais si ça, c'est pas ce qu'on veut, on désire pas avoir une structure hiérarchique, tu sais, comme, c'est quoi, là? Parce que ça prend quelque chose quand même. Il faut une structure. Là, il faut une structure, puis il y a des choses qu'une organisation doit gérer. Puis on est sorti de là, ce workshop-là, d'une journée avec des gens de partout dans l'organisation,
Puis on est sorti de là en se disant, OK, ben ça prend un alignement stratégique, une vision. Fait que ça prend comme, je sais pas qui, comment ou quoi, mais faut gérer ça. Faut gérer, nous, notre entreprise de service en consultation. Ça prend une gestion des assignations, des opérations, qui va sur quel projet, quand, comment. Ça prend une gestion de carrière. Puis quand je parle de gestion de carrière, c'est chez nous ou ailleurs. C'est-à-dire, peut-être que c'est plus la bonne place. Mais c'est vrai, être à l'aise qu'ils nous quittent, mais pour de meilleures raisons. Exact. Peut-être qu'on t'accompagne dans un autre défi, ou dans ton prochain défi, parce que ça marche pas ici, mais ça reste de la gestion de carrière pour nous. Puis honnêtement, je pense que c'est être honnête avec ton industrie, là. Oui, c'est comme à un moment donné, on a des programmeurs, on a du monde qui arrive, mais à quelque part, on est un tremplin souvent, puis bon, il y en a qui vont rester toute leur vie, il y en a qui vont passer par nous autres pour atteindre un nouveau défi, fait qu'on est mieux de vivre la transition puis de la gérer, que ça se passe bien, que de la subir puis qu'on se fait surprendre par des gens qui partent clips qui nous mettent dans le trouble. Oui, absolument. Mais souvent, ton univers est unique, parce que ton univers, c'est celui des IT, celui des techniciens informatiques, celui des gens qui font cette gestion-là, de services de consultation. C'est un univers où c'est plus facile de se poser cette question-là. Tu sais, je suis un taulier ou un soudeur dans une manufacture, puis je me dis, la hiérarchie, c'est fini. Je m'en vais vers l'holacratie ou whatever, ce que vous avez choisi. Plus difficile. On dirait que ton univers, il le permet plus, tu moins, ou c'est plus facile de ton bord, finalement, là? Est-ce que c'est plus facile dans le monde des TI que dans d'autres types d'organisations? Je pense que non. En fait, quand on regarde la littérature sur ces types d'organisations-là, peut-être libérées ou choses comme ça, on voit qu'il y en a beaucoup qui touchent pas les TI nécessairement. Puis je dis il y en a beaucoup, mais je pense pas que c'est mainstream encore là, de se dire que ces organisations-là ou ces types d'organisations-là sont connues. La preuve, même moi, j'ai de la misère à en trouver pour échanger sur qu'est-ce qui marche pas ou qu'est-ce qui va bien dans ce type de structure-là. T'sais. Dans ton secteur, là, trouver du monde pour leur discuter de même ça. Même si c'était pas dans mon secteur, je serais heureux de pouvoir partager avec quelqu'un, de dire « OK, mais toi aussi, tu combats un peu ces modèles hiérarchiques-là ou peut-être de différents, là, comme l'armée ou l'église dans laquelle il y a comme quelque chose où l'uniforme est important. Nous, oui, je pense que le domaine des TI est peut-être particulier parce qu'on est déjà dans une structure où les gens s'attendent à avoir plus d'impact. Les gens ont des désirs plus importants qu'on doit assouvir parce qu'il y a une pénurie. Puis tu sais, honnêtement, je surfe un peu sur ce que tu dis. On a l'impression que c'est plus facile dans cette industrie-là, mais il faut pas oublier que probablement que la personne qui travaille pour toi est au courant de ce qui se passe à Silicon Valley, puis bon, elle a des attentes à un moment donné de l'industrie qui est peut-être plus publicisée, mettons, là. Fait que, à quelque part, moi, ma gang, avec ma business de cartouche d'encre, ils n'ont pas nécessairement d'attente, puis quand ils tapent culture, industrie de la cartouche d'encre, il n'y a pas grand-chose qui sort sur Google. Fait que ce qui fait que avoir de l'impact sur eux est peut-être plus simple que tu tapes culture, TI ou dans cet univers-là. J'ai l'impression qu'il y a plus de matériel. Fait que ce qui fait que les attentes de ton public sont différentes, là, tu sais. J'ai l'impression que faut que tu cohabites avec ça. C'est sûr et certain, ils ont des amis. Là. Il y a peut-être un ami, lui, qui travaille chez Google à quelque part. Puis les autres, c'est le même, nous, c'est le même, nous, c'est le même. Ça devrait être de même chez vous aussi. Attends une minute, là. On n'est pas Google. Finalement, ça a été quoi ton micro-flop, là? On dit ça comme ça, du système de gouvernance où tu étais parti? C'est ça. Ouais, mettons, je le finis rapidement. Là, le dernier qui restait, c'était la rémunération. Fait que faut gérer la rémunération. Parce que ça reste gestion de carrière, rémunération, tu avais... assignation et vision stratégique. Vous avez vraiment décortiqué votre affaire. On a décortiqué les besoins de gestion d'une entreprise. Ouais, c'est bon. Puis après ça, si on est capable de répondre à ces besoins de gestion-là, on va croire que le modèle peut marcher. C'est intéressant. La rétro-ingénierie, on va dire. Ouais. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti des équipes qu'on a appelées à l'interne des crews, mais des équipes qui gèrent ces volets-là pour essayer de dire, mais c'est pas une personne. Il faut les voir, moi je les vois un peu comme des organes là, d'un corps humain qui doivent pouvoir opérer indépendamment. De ton foie, si tu as trop bu la veille, à un moment donné, il va commencer à faire quelque chose, puis le cerveau, il a pas dit « Hey, gère ça, là, je t'ai envoyé... j'ai fait des mauvaises décisions. » Il est autonome. Il est autonome. T'as bu trop. Là, exact. Fait que, tu sais, un peu les organes, comme des organes du corps humain, ces équipes-là gèrent les aspects de l'entreprise qui réfèrent. Mais j'aime vraiment l'image d'un corps humain. Ouais. T'sais, pour que tout fonctionne, il n'y a pas un morceau plus important que l'autre. Tu peux pas couper le foie puis opérer, ça marchera pas. Surtout que toi, le grand verre d'alcool, ça t'a parlé. Oui, surtout avec mon drink sans alcool, oui.
Mais OK, puis donc... Fait que le micro-prod, c'est qu'on a mis ça en place. On a itéré dans les 6-8 premiers mois, mettons, sur cette affaire-là. Puis là, à un moment donné, on est venu qu'à accepter les faiblesses du modèle, tu sais, les problèmes qui venaient avec. Puis on a travaillé sur d'autres choses, là. C'est pas parce qu'on l'a ignoré, mais tu sais, à un moment donné, on a eu d'autres priorités organisationnelles. Puis ça a fait en sorte qu'on s'est retrouvé qu'à arrêter d'itérer, arrêter de se poser la question, qu'est-ce qui marche pas dans le modèle? C'est quoi les problématiques? On a des enjeux d'efficience, on a des enjeux de prise de décision. Puis là, on s'est rendu compte, on a fini par accepter ça. Puis je pense que c'est là le flop qui est venu pour nous, c'est que on subit des problèmes qui sont liés au fait qu'on a arrêté d'améliorer la chose. Fait que autrement dit, là, vous avez parti dans une direction. Puis en passant, je trouve ça cool parce que quand tu as rencontré ta gang là, au début, tu as rencontré ton public pour dire écoute, on veut pas une hiérarchie traditionnelle, on veut créer le next big thing dans la gestion, on sait pas à quoi ça va ressembler. Voici ce qui est important de continuer d'opérer dans notre organisation, le reste, comment on le fait. T'es as-tu inspiré par l'holacratie d'autres modèles ou on est vraiment parti d'une carte blanche puis de dire go, on crée le prochain modèle de gestion au Québec? Bon, on est parti d'une carte blanche, mais on a présenté certains modèles existants au holacratie. On en a parlé, mais chaque modèle, il n'y en a pas de parfait, la solution, elle n'existe pas. Fait que je pense qu'on est parti plus d'une carte blanche que de quelque chose, mais puis on a fini par se rendre compte qu'on s'est rapproché de modèles existants en le faisant. Ah, OK. Mais je trouve ça plus intéressant de faire ça comme ça parce que on est tous d'accord dans quoi on embarque. Team-made product. C'est pas... c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on... regarde, j'ai lu ça. Là. J'ai lu un livre, puis regardez, on va faire ça même master. Puis ça, les employés n'aiment pas ça. Quand t'as l'air du gars qui a fini de lire un livre, puis qui arrive le lundi matin, puis go, je rentre ça chez nous. Là. J'ai la formule, t'as coup. Écoute, c'est un peu... Mais si je comprends bien, t'as un peu... Tu t'es arrangé qu'à quelque part, sans trop le savoir, une recette qui à quelque part existe, vient du thé. Oui. Fait que ça venait d'en bas, fait que là, écoute, c'est sûr que là, la transition est beaucoup plus simple. Mais ça venait de partout, tu sais. C'est pas d'en bas, pas d'en haut. Ça confirme ton approche quand tu te retires un peu de ce qui a déjà été mis en place, tu le montes, puis tu t'aperçois que ça se colle pas mal aux réalités qui avaient été proposées avant. C'est intéressant aussi. Ben oui. Mais juste pour la petite information, là, Nexus Innovation, c'est combien d'employés? Ça existe depuis combien de temps? Là, vas-y donc rapidement ta petite bio. Là. On a une petite bio. On est aujourd'hui 54 employés. On existe depuis avril 2017, 3 ans. Quand même! Moi, c'est ça qui me fascine. Pour moi, la Nexus Innovation, c'est comme un Google de notre environnement entrepreneurial au Québec, là, dans la culture et dans le service, j'imagine. 0,55 en 3 ans. C'est fou. C'est impressionnant, bravo. Là, attends, on va trouver un flop là-dedans, ça n'a pas de bon sens. On n'est pas pour le féliciter comme ça se peut pas. Mais avec Claudia, j'imagine que tu as attiré du monde, mais tu as une expérience passée. Tu viens de l'univers Gsoft aussi. Ouais. Tu sais, un gars comme Simon Deman. T'es un produit de Gsoft. Un produit de, j'aime croire que j'ai une petite branche qui est tombée de l'arbre à un moment donné puis qui est allée faire un autre arbre, tu sais. OK. Fait que t'as appris beaucoup de ça. T'es sorti de ça avec... loin d'un flop. J'ai appris beaucoup d'une croissance rapide, là, parce que je pense que c'est une des difficultés qu'on a dans le monde des TI, c'est de gérer justement cette croissance rapide-là. Tu sais, comment tu fais pour investir dans des endroits où tu sais que tu vas avoir des problèmes à partir du moment où tu vas embaucher 5, 6, 7 personnes de plus. Fait que on a fait des choses un peu différemment, mais oui, absolument. Moi, j'ai vécu la croissance de 20 à 270 personnes chez Gsoft. Puis t'es parti pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais principalement pour ma passion pour la consultation, le service TI. Moi, j'adore faire travailler avec des clients, puis livrer des solutions qui vont répondre à un besoin précis, puis qui vont vraiment changer la vie des gens avec qui on a travaillé. Gsoft a décidé, il y a 2 ans et demi, justement à peu près en même temps, de focuser plus sur le produit. Ça, c'est très correct, là, je pense, comme décision organisationnelle. On les voit, là, parce que quand on voit Gsoft, on parle d'Office Vibe, on parle de... Il y a un autre produit, là, c'est quoi le nom, donc? Qui mise beaucoup? ShareGate, oui. Exact, ShareGate. Fait qu'on voit que t'as raison, c'est une business de produits, là, clairement. Exact, puis ça a été... Moi, j'ai toujours fait du service dans cet univers-là. Puis il y a beaucoup d'entreprises en TI qui c'est ça qu'ils font, là. Ils vont venir à faire du service comme mal nécessaire pour pouvoir rentrer des revenus pour investir sur leurs produits puis bâtir un produit. Puis tout le monde va être un peu le prochain billion dollar company, là. Je sais pas trop, dans le sens où on veut le succès rapide qui vient avec le développement de produits. Le risque est là,
Mais le reward est incroyable en termes de ce que la courbe. Fait que t'as quitté pour l'autre angle de développement d'affaires que t'étais moins peut-être à l'aise, mais t'as gardé essentiellement l'idée qu'une culture forte, c'est important pour une business. Ah, absolument. Je veux dire, une des raisons qui nous a amené à croître rapidement, je pense, c'est de cet investissement-là que GSoft avait fait dans sa culture d'entreprise. Puis encore aujourd'hui, vous m'en parlez comme étant un modèle. Absolument. Puis moi, je viens de là. Je me dis que j'ai participé beaucoup à cette culture-là à travers les années. Là. Je veux dire, mes costumes, tu me parlais de ça, Pierre-Luc. Oui, c'est tantôt. Là, non, mais ce gars-là, moi, tu sais, la photo sur LinkedIn, quand tu vois le monde, elle est trop petite. Puis moi, c'est rare que je clique dessus. À part si c'est une belle fille. C'est rare que je clique dessus. Puis là, la fois que lui, je l'ai vu, il était déguisé en licorne. Parce que Claudia, elle me disait qu'après 3 ans, ils ont fêté ça, eux autres, mode COVID en virtuel. Puis le gars déguisé en licorne qui apparaît, qui fait je sais pas trop quoi. Oui, je me rappelle, j'avais vu une publication là-dessus. Oui, c'est le dernier souvenir que j'ai eu. Puis là, il me raconte qu'il y a comme une Batcave remplie de costumes, tu sais. Puis il y a même pas d'enfants en âge encore de les porter. Fait que j'aime ça. C'est toi et ta conjointe? Non, ça vient de moi. Puis pourquoi je parle de ça, c'est que justement, je pense que j'étais connu comme ce gars-là, tu sais, un peu fou, de 5 à 7 de costumes, puis tout ça. OK. Fait que je pense qu'il y a des gens aussi qui ont fait comme t'en vas reprendre une organisation, tu sais, puis occuper un rôle plus stratégique, tout ça. Puis oui, mais je suis resté ce gars-là costumé. Mais honnêtement, G-Soft aime ça à laisser aller sa folie. Tu sais, G-Soft, pour moi, c'est Simon est arrivé au Québec. Il a emmené, ça a été un game changer. Il y a un milestone, puis il a mis dans la tête des gens qu'on peut réussir en affaires en misant sur l'humain d'une organisation. Puis je pense que ça a été lui le premier à y aller au fond. Puis il a fait ses forts, hein, tu sais, avec ses... Exact. Il y a des gens qui vont peut-être te critiquer, là, les rampes de skate d'un bureau, calme-toi, le salon de coiffeur. Oui, mais un peu là. Je me mets à sa place. Mais c'était fort, fait c'est là. Moi, puis le Québec, on est un peu réticent, puis on est souvent en retard dans tout, là. Ouais. On se le cachera pas. C'est vrai. Fait que faut que tu fasses vraiment fort. Ah ouais, je suis d'accord. Puis que, tu sais, lui, il a monté ça à 200 quelques employés. Il nous a vraiment programmé que non, c'est faisable, puis c'est pas juste une histoire de Silicon Valley. Ici, à Montréal, on peut l'avoir. Écoute, je suis pas un fan fini non plus de son modèle. Par contre, ça a été un gars qui a amené vraiment une vision nouvelle, puis qui a mis dans la tête de tous les entrepreneurs du Québec de dire Christy Gang, ça se peut, là. Tu sais, on est capable de le faire. Mais c'est de valeur parce qu'au Québec, il est devenu un peu comme le Google, le fatigant qu'on n'aime pas entendre parler dans une conversation. Mettons, tu parles de culture d'entreprise. Ouais, ben, Silicon Valley, Google, nous autres, on est allés les voir, là. Puis là, je vois des gens, des fois, réagir. Ben, on n'est pas des Google. C'est trop gros. Puis on dirait que Simon Deban, ici, avec G-Soft, ça a fait un peu ça. Tu parles de G-Soft, on sait bien, l'univers des TI. Ça, je te disais ça tantôt, tu sais. C'est facile pour eux autres. Viens avec ma gang. Moi, j'ai du monde qui peinture des réservoirs avec des masques d'en face. C'est pas une job, le fun, là. Je peux pas transformer ça, moi, en Silicon Valley avec des rampes de skate. Je peux pas me permettre cet univers-là, tu sais. Et là, mais on peut-tu en apprendre? Parce que je trouve que ce gars-là, il a stampé la révolution du monde du travail qui était due pour être changé. C'était le premier à vraiment se positionner que lui misait sur l'humain de son organisation pour sa croissance, puis qu'il le disait ouvertement. Il faut croire que ça a marché, parce que ça a fait des petits, c'est le cas de le dire. Louis-Philippe, qui lui a fait « Ok, cool, je continue ça, certainement, moi, en tout cas, avec mon approche, là. » Mais, donne-moi non... Tu sais, dans tout ce que tu as fait, on va te laisser une petite chance quand même. Il y en a une pratique chez Nexus Innovation qui a été la meilleure, c'était laquelle? Que vous avez implantée, vous dites ça, là. Ça, j'avoue que c'est mon coup de circuit dans le parking, ça, là. Un coup de circuit. Une dont je suis le plus fier, après ça, c'est un coup de circuit, je vous laisserai en juger. Mais c'est l'investissement qu'on fait dans la pratique avec le sport. Je sais pas si vous avez peut-être lu comment on fait ça. Essentiellement, c'est que sur la semaine de travail, on permet aux gens de passer 2 heures, par exemple, par semaine. 2 heures quand même. Ouais, à faire de l'activité physique. Peu importe laquelle, on regarde pas c'est quoi, on regarde pas si tu l'as fait ou non, là, on fait confiance, là. Mais à partir de là, tu peux prendre ces 2 heures-là puis les investir pour toi, dans ta santé physique. Et puis l'idée derrière ça, c'est que on voulait quelque chose, une mesure qui permet, surtout en TI, on est bien devant nos ordi, puis on mange pas si bien que ça. On n'a pas des habitudes de vie, là, je veux pas comme généraliser. Non, mais je comprends ton point, mettons, de ce que j'ai vu de mon parcours, on n'a pas des habitudes si saines que ça de vie. Okay. Et l'idée de ça, c'était d'offrir quelque chose qui était très flexible, tu sais, puis c'est un peu à notre image là, de Nexus, là, d'être flexible dans nos pratiques.
cette mesure-là, je trouve, elle vient offrir à n'importe qui la possibilité d'accéder à ça, qui est différente de si je t'offre une allocation pour acheter des affaires, tu sais, puis finalement les gens s'achètent des cossins parce qu'ils veulent pas laisser cet argent-là sur la table, ou même d'offrir des activités comme le yoga, des choses comme ça, des choses qui sont très le fun, sont très bien, mais ça reste que ça cible toujours un ensemble. C'est jamais 100% d'une business qui fait moi le yoga, je triple. Ouais. Fait que celle-là, c'est comme ma pratique que je suis comme fier parce qu'elle est flexible, elle est à notre image, elle est accessible à tous, puis elle est gratuite. Là. Tu l'as-tu mesuré? Elle pogne dessus? Es-tu bonne? Oui, on l'a mesuré. J'ai publié l'année passée nos statistiques pour la première année de cette pratique-là. Puis, on pense qu'on tourne de 1400 heures là, d'investis. C'est bon. On était, mettons, 30 à cette époque-là. C'est extraordinaire. Fait que ce que tu me dis, juste pour le monde qui nous écoute, là, autrement dit, tu laisses 2 heures payées. Ouais. Autrement dit, on te coupe pas sur ta paye. On te micromanage pas non plus, parce que des fois, ça, c'est la gaffe. Là. On dit, hey, on met de la culture, mais on micromanage ta culture. Fait que ta culture, finalement, ça vient lourd, c'est incroyable. Tu allé t'entraîner, là? Fait que, t'es combien de temps? C'est ça. Donne-moi ta facture, puis amène-moi ci. Là, fait que toi, tu dis, gars, je fais confiance à mon monde. Ouais. Mais si tu pars prendre soin de ta santé, parce que nous autres, on est un petit peu stagnants dans notre type de travail devant notre ordi, ben écoute, je te paye ton heure, puis je t'achète pas avec ça. C'est très cool. On va même plus loin que ça. Oh. Parce que l'idée derrière ça, c'est que tu en profites de cet avantage-là. T'sais, plus tu en profites, plus je pense que l'organisation gagne parce qu'au final, t'es mieux dans ta peau, t'es plus heureux, c'est du temps qui t'appartient, puis ça fait du bien là, pour l'avoir essayé et utilisé. Fait que ce qu'on dit, c'est que tu peux même aller au-delà de... Tu peux accumuler du temps avec ça. Okay. Parce qu'au final, si tu fais ta semaine au complet puis que tu fais 2 heures de sport en plus, mais you know what, tu le reprendras en vacances aussi. C'est dans le sens où... Fait que tu peux banker en faisant du sport. Ouais. Quand même. Pourquoi pas? Parce qu'au final, on croit en la valeur de le faire, pas trop fort. Parce qu'au final, que tu le prennes plus tard ou là, ça revient au même. Nous, le bénéfice est acquis. Puis toi, tu veux que ta gang bouge. Ben, à long terme, tu gagnes. Ben, c'est ça, un peu de sédentaire. Je pense qu'ils devraient, pour eux, vouloir bouger. Oui, clairement. Moi, comme organisation, on peut pas les forcer à rien. Le mieux qu'on peut faire, c'est mettre en place des pratiques comme ça ou des éléments qui vont autoriser ou permettre ces bonnes habitudes. Puis honnêtement, je trouve ça bon parce que, tu sais, puis écoute, j'ai rien contre le yoga ou quelque chose comme ça, mais... Oui, tu reviens là-dessus. Mais t'as raison. Mais j'aime pas le yoga. Il dit en fait. Écoute, je n'ai jamais fait. Là, avec, en tout cas, éditorial de Martin, je n'aime pas le yoga. Ça sort sur le lundi. Mais ce que je veux dire, c'est que comme tu arrives, tu imposes une pratique, il y a un coach, quelque chose, tu vas tout le temps aller chercher un faible pourcentage qui vont triper, une gang qui vont y aller parce qu'ils sont obligés, mais ça ne devient pas nécessairement un outil de mobilisation. Tu vas faire triper 10% de ton staff. Toi, ce qui est le fun, c'est que tu marches, que tu fais du vélo, que tu vas jouer au basketball, que tu vas t'entraîner au gym. Ça te laisse une flexibilité là-dedans de faire ce qui te fait triper. Puis, moi, j'aimerais t'amener à une question parce que la culture américaine puis la culture canadienne est très différente, surtout québécoise là-dedans. Souvent, les entreprises vont chercher à garder leur staff au bureau. Ils vont mettre des affaires pour que tu restes après la job. Tu joues au ping-pong, tu fais des affaires comme ça, tu restes au travail. Moi, mon feeling, tu me diras ce que tu en penses, les Américains, dans leur culture à eux, le travail a un niveau d'importance parce qu'ils vont être plus près de leur business. Au Québec, ce qu'on veut, c'est sortir, arriver chez nous le plus vite possible, profiter de notre famille, travailler. Les produits de mobilisation où je te laisse, go, va-t'en, là, mais je vais t'encadrer dans quelque chose, puis je vais te supporter dans quelque chose de personnel, mais je cherche pas à te tenir au bureau à 4 heures le soir. On dirait qu'au Québec, c'est ça qui marche. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comparer la façon de gérer le temps ou les heures États-Unis, Québec, j'ai peut-être pas assez d'expérience pour le faire. Par contre, je pense que, mettons, je me prends moi, tu sais, puis je me considère, puis longtemps, je me suis dit que j'étais pas un millénial, mais malheureusement, j'en suis là. Moi aussi. Ouais, j'étais un 40 ans, j'ai 40 ans, mais je suis millénial à côté. Ouais. fait que je pense que, oui, je pense que notre mindset est en train d'évoluer vers quelque chose qui est une ligne qui est plus floue entre le travail puis la vie personnelle, puis on veut pouvoir la gérer comme qu'on veut. Ouais. On veut pouvoir être évalué selon nos résultats, ce qu'on apporte. Regarde ce que j'ai produit, pas le temps que j'ai mis, parce que le temps, c'est tellement...
c'est pas pertinent quand la valeur de ce que tu me demandes de livrer est là. La valeur est plus importante que les heures. Ouais. Puis mais ça, c'est pas évident dans bien des business, là. Ce que tu dis là, moi je le constate, c'est un clash même qui est très difficile à opérer. Puis ce changement-là, en disant OK, gang, à cette heure, on punchera plus, on regardera plus vos heures que vous avez investies, mais on va regarder la valeur de ce que vous avez fait là. Ouh, tu sais, il faut accompagner le monde là-dedans. Parce qu'on n'est pas structuré comme ça. On n'est pas structuré pour mesurer des livrables dans la plupart des modèles. Ouais. Fait que ce qui fait que si je suis pas outillé pour mesurer ton livrable, la seule façon, c'est en punchant et en mesurant tes temps que tu es sur le plancher. Mais je crois qu'il va. D'ailleurs, il y a des produits qui commencent à embarquer dans nos organisations qui nous permet de mesurer la performance du livrable de quelqu'un, peu importe le temps que tu as pris pour le faire. Au final, pour l'organisation, ça change absolument rien. Que tu l'as fait de nuit, de jour, que toi, tu as été capable de le rentrer en 3 heures versus en 8 heures parce que tu l'as fait dans ton temps libre, mais on a livré le même nombre, tu sais, on mettrait notre livrable dans une chaudière, on a rempli la chaudière au même niveau pour l'entreprise. Au niveau d'impact financier, ça n'a pas bougé. Mais il faut intégrer des bons outils. Mais là, tu m'amènes sur un sujet, là, on est là qu'on glorifie la flexibilité. Ce nouveau mot trend qui va super bien à toutes les cultures. Puis on a le goût de l'appliquer. Je vais t'avouer que je l'aime bien aussi. On veut devenir agile, flexible, mais c'est-tu trop? Tu sais, il me semble que maintenant, jusqu'où on va avec la flexibilité, parce que maintenant, ça se peut pas. Il faut quand même garder tu l'as dit, là, t'as bien beau offrir à cette heure un nouveau système de gestion. Mais attends une minute, il faut faire une gestion de carrière, une bonne rémunération. On revient. Notre flexibilité, elle doit être encadrée au final. C'est-tu moi ou. Comment vous êtes débrouillé avec ça? Oui, une flexibilité doit être encadrée, mais on doit mettre des balises. Est-ce que encadrer pour toi, c'est surveiller, ce qui est très différent pour moi. La flexibilité vient avec un niveau d'autonomie, vient avec un niveau de confiance que tu as envers les gens qui vont profiter de cette flexibilité-là. Puis si tu n'as pas cette confiance-là, ou peu importe la flexibilité ou ce que tu dis que tu pratiques, ça n'existera pas. Si c'est pas vrai que je te laisse flexible de faire les heures que tu veux, quand tu veux dans la journée, je vais toujours être en train de te surveiller, puis au final, tu profites pas tant de cette flexibilité-là. Derrière ton mot flexible, ce que j'entends souvent, finalement, c'est confiance. Pour toi, c'est OK, quasiment en plus. Là. Mais comment tu mesures? Parce que, mettons, moi, je me mets, là, OK, j'ai 100 employés, je décide de faire plus confiance à mon équipe. Mais comment tu mets tes balises, puis comment tu mesures la personne qui a dépassé la balise, puis comment tu intègres le programme de correction de respecter ta balise versus à un moment donné, c'est terminé, je dois te mettre à pied. Comment vous faites, en respectant la flexibilité de l'entreprise, de mettre une source de contrôle qui permet de mesurer lui qui dépasse trop ou lui qui... Comment tu fais pour trier ça? D'un point de vue individuel? Individuel. Je suis pas un fan. Je pense qu'on n'est pas fan chez Nexus de regarder d'un point de vue individuel. Okay. Au final... T'es à l'aise qu'il y en a un qui dépasse. Qui dépasse. Mais la balise. Mettons, la balise est là. Il y en a un que de temps en temps, il va plus loin que la moyenne. Mais si globalement, l'équipe respecte les balises, tu vas être à l'aise avec ça. D'un point de vue, ce qu'on regarde comme organisation, nous, ça va être beaucoup plus les objectifs, les targets d'équipe. Je pense, par exemple, nous, on fait des projets TI avec des clients. Fait qu'au final... Dans une équipe, il y a toujours des hauts, des bas, des gens qui en prennent plus, des gens qui en prennent moins, puis ça se rebalance. Mais au final, est-ce que le client a été servi de ça? La vraie mesure de performance d'une équipe de développement logiciel, c'est un peu son output d'équipe. Je te suis. C'est pas vrai que de regarder une personne dans l'équipe et de dire « Hey, l'équipe va pas bien, c'est probablement grâce à cause de toi. » Ou l'inverse, a une chance que lui est là parce que c'est pas sain pour une équipe d'être aussi fondé sur une seule personne. Puis c'est pour ça qu'on a aboli un peu le rôle en TI, souvent le rôle de team lead, ce genre de choses-là. On a enlevé ça chez nous parce que ça donne une impression que c'est ça, comme c'est lui un peu qui a l'imputabilité ou qui va prendre la décision finale. C'est notre lead quand au final, on veut ce qu'on appelle des lead of full team, là, dans le sens où ce qu'on veut, c'est
que chacun profite de ses expertises à lui puis apporte à la table à un moment précis, parce que ton team lead, là, il est pas toujours le meilleur pour prendre toutes les décisions. Mais ça prend quelqu'un qui fait un call. Tu sais, quelqu'un qui tranche, en fait. Sinon, c'est une gang qui s'astine autour d'une table, non? Ben, je pense qu'il y a toujours façon d'arriver à un... Puis on tranchera si besoin de trancher arrive, là, mais dans le sens, dans une équipe de développement, ils doivent pouvoir s'entendre sur comment on adresse les choses. Là. Fait que toi, ce que je comprends, tes crews, comme tu as dit tantôt, c'est une gang réunie. Ils discutent entre eux comment qu'on devrait faire. Il n'y a pas personne qui devient la référence ou le pôle pour dire on fait ça. Mais je pense que ça m'amène à un autre flop. Ça, tu sais. C'est bon, ça. Ce processus décisionnel-là, ça reste quelque chose qu'on doit clarifier. Je suis là-dedans présentement. C'est mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est de clarifier un peu comment on se permet de prendre des décisions, tu sais, puis comment on se permet de trancher. Ouais. Puis je pense que c'est pas quelque chose qui va arriver. Voici la personne. J'ai pas envie de dire voici la personne qui va trancher. J'ai envie qu'on se mette en place des pratiques qui nous permettent de savoir comment on va trancher sur des décisions. Tu sais, puis peut-être en fonction de... Puis j'imagine... on en parlait un matin, Martin, de ça. Parce qu'on accompagne des clients, tu sais, on t'aidera si tu veux. On accompagne des clients pour ce genre d'affaires-là. Il y a du monde qui nous approche, qui ont une hiérarchie traditionnelle. Ils devraient un peu plus s'en libérer. Mais il y a d'autres mondes dans l'autre spectre qui s'en vont dans l'entreprise libérée à fond tellement que ça crée comme des zones grises, une espèce de flou qui sont pas mieux. Présentement, c'est mon plus gros enjeu. Tu sais, que je vous parlais de problèmes d'efficience, c'est un peu ça. Comme il n'y a rien de plus efficace que quelqu'un qui prend une décision tout seul. Mais c'est vrai pareil. Non, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, est-ce que c'est la bonne décision? Peut-être pas. Puis on croit vraiment que... Exact. C'est vrai. On croit que la notion d'équipe vient un peu pallier à ça. C'est plus engageant. Les gens ont l'impression de participer puis on peuvent donner leur opinion puis leur avis sur les décisions. Mais maintenant, à un moment donné, il faut que la décision se prenne. Puis c'est un peu ça qui est moi, j'aimerais ça qu'on challenge ça, cette affaire-là. Parce qu'honnêtement, j'ai pas la réponse. Pierre-Luc l'a pas. Non, c'est ça. Puis honnêtement, on travaille avec une équipe extraordinaire. Une mot-à-dit de belle business. Est à la même place que toi. Puis écoute, j'y parlais dans l'auto en montant, là. Tantôt, fait que j'aimerais ça qu'on challenge ça. Ça fait que si tu comprends bien, on arrive toute la gang. On comprend l'idée d'un crew. Ça, j'achète ce bout-là. C'est incroyable. On lance des idées sur la table. On est capable de faire un premier filtre. Mais moi, je me mets dans la peau d'une entreprise. Comme toi, là, tu es en pleine croissance. À un moment donné, ça va arriver. On achète-tu tel logiciel? Ça coûte 200 000 $. Là, c'est un grand investissement. Là, il y en a un qui doit décider comment on y arrive pour décider. On prend-tu ce logiciel-là à 150 000 ou on prend l'autre à 200 000? On a du monde qui a des pour et des contre parce que c'est rarement, dans cet univers-là, c'est rarement noir ou blanc. Comment on fait pour trancher? Mais attends, pour aider à répondre à ta question, c'est où est-ce que ça a floppé? C'est-tu dans les opérations quotidiennes ou c'est les grandes décisions stratégiques, tu sais, aussi? Décision stratégique, on dirait qu'on a comme peut-être on a un crew qui est la vision stratégique tout ça. Fait que tu sais, souvent on vient qu'à s'autoriser de prendre ces décisions-là. Là. Ouais. Fait que c'est des opérations quotidiennes. Beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup. C'est ça, moi je pense que le bobo. Tu sais, au day-to-day, il se passe de quoi, puis là on doit. C'est qui Martin, là, tu vas décider ça à cette heure. Si tu viens au début, là, on s'était dit ça. Tu sais, l'œil graphique, nous autres chez nous avec Apiculture, les logos, Martin, il est aiguisé là-dessus. Moi, c'est pas ça. Moi, c'était peut-être plus le contenu, mettons. Mais OK, c'est qui a le dernier call? On s'était dit ça à un moment donné parce qu'on se disait, c'est parce que ça finit plus. Là, à un moment donné, je peux l'astiner. Moi, j'aime pas le logo que t'as créé ou t'as fait créer. Puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non. C'est tout simplement, sur mon angle à moi, c'est ça. Ça pourrait être ce produit-là ou ce produit-là. Les deux vont faire le travail, mais il y en a un qui doit trancher. Fait que là, moi j'aime ça. Là. Fait que là, on a un crew autour de la table, on arrive, on a 2 solutions. C'est quoi sans créer une hiérarchie, le chemin pour arriver où est-ce qu'on arrive à un consensus à 100%? J'ai une vision là-dessus, mais je l'ai pas encore partagé à mon équipe. Tout ça. Ben, on en parle un petit peu, mais dans le sens où c'est pas quelque chose qui est mis en place. Fait qu'on en prend puis on en laisse. On jase, c'est bon. Mais je pense que selon la décision, puis selon qui a soulevé le problème, pourquoi ce serait pas cette personne-là, tu sais, qui drive le show? Au final, moi, je pense qu'on a un enjeu ici. On a un problème sur cette affaire-là. Puis, il y a un concept qu'on commence à s'approprier parce qu'on n'est pas encore si bon là-dedans, mais la sollicitation d'avis. C'est-à-dire que, au final, si j'ai une décision à prendre sur un sujet, je dois consulter des gens. Il y a des gens que ça va impacter, cette décision-là. Fait que c'est ma responsabilité, si je prends le ownership de cette décision-là, d'aller chercher l'avis des gens concernés.
J'aime ça. Non, mais attends, non, laisse faire la cloche, c'est super bon, là. Mais moi... C'est chien pour Dan, il y avait quelque chose, là. Ah, c'est le break chialeux. Ah, c'est le break du chialeux? Oui. Il peut-tu attendre? Attends. Ok, fais attendre le chialeux, je serai pas là. Chialer encore plus. Il va pomper, mon gars. On t'explique après le concept, mais Martin, il y a une épiphanie, fait que vas-y. Mais j'aime vraiment l'idée. Par contre, là, le premier flash qui me vient en tête, est-ce que le gars qui lâche le câble ou la fille qui lâche le câble, c'est nécessairement la meilleure personne pour trancher dans la décision finale? Ça va toujours être le cas? Ouais, c'est vrai. Mais il y en a du monde qui sont bons pour chialer, mais de là à répondre à leurs propres besoins ou solutions, pas sûr. Non, mais l'idée, c'est qu'avant de commencer ce processus-là, il faut décider c'est qui le drive. Là, OK, il faut prendre un call. OK, ben, fais tes devoirs essentiellement, puis d'aller chercher. Oui, moi, je fais confiance que n'importe qui serait en mesure de prendre une décision dans la mesure où il a été chercher l'opinion de tout le monde. Parce qu'à partir du moment où tu prends cette décision-là, tu dois être capable de l'expliquer. Tu prends l'ownership de quelque chose, fait que c'est important. Ouais, j'aime en même temps, je veux dire, si tu prends une décision sur un achat de logiciel puis t'as pas parlé à personne des finances, c'est pas bon. On va jaser. Ouais. Le problème, c'est pas que t'aies pris la décision, que t'as acheté le logiciel. Pourquoi t'en as pas parlé? C'est que t'as pas parlé aux bonnes personnes, aux gens concernés. Ça implique des dollars, il y a peut-être d'autres initiatives qui est en cours par rapport à ces affaires-là. Il y a peut-être d'autres outils qui existent dans l'organisation. Fait que le devoir ou la responsabilité que t'as quand tu prends l'ownership d'une décision, puis là, c'est ça, n'importe qui serait en mesure, dans la mesure où t'as fait tes devoirs, n'importe qui pourrait prendre une décision. Mais j'ai déjà des idées là-dessus. Écoute, on va aller voir le chialeux, on va revenir là-dessus, mais c'est super bon. Mais on va spinner parce que c'est un sujet de fond hyper important. C'est la question de l'entraînement. Ouais, vraiment, là, je te dis, moi, tu touches à quelque chose qui... tu vas sauver notre vie, mon gars. Moi aussi, je sors d'ici avec une réponse à ça, j'aurais eu valu la peine. Ça va être c'est trop réussite notre affaire. J'ai souhaité la plave, ça marche pas. Écoute, je t'explique, on se fait interrompre par notre chialeux. C'est la capsule de Martin Godette qui... écoute, laisse-toi aller. Laisse-toi brasser par notre chialeux de façon sympathique. Puis prends une gorgée de café, ça va te faire du bien. Yes. Tu regardes quelque part ou... Oui, tu peux regarder ça, excuse. Il est là, notre chialeux. Martin, Pierre-Luc, c'est en direct de mes vacances que je vous offre cette chronique du chialeux que j'intitulerai « The One That Got Away ». Le classique, la personne qui travaille dans une grande firme et qui décide un jour de voler de ses propres ailes pour, bien sûr, fonder une entreprise sur laquelle, avec des principes sur lesquels vous ne serez pas un numéro, nous vous accompagnerons dans votre projet, nous serons une extension de votre entreprise, concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux. Pour souvent, mon expérience, parce que j'ai ceci de particulier que je viens du monde des TI pendant 20 quelques années, pour souvent se rendre compte que, bien sûr, malgré le saupoudrage de Googleisation des bureaux à air ouverte et des salles de conférences multimédia et du monde qui travaille assis à terre, bien souvent, au final de ce que j'ai, mon expérience à moi, je ne prétends pas que c'est le cas ici, souvent on en arrive à une shop d'impartition, des gros shops de toute façon, particulièrement peut-être dans les domaines qui nous occupent présentement, si on parle de SharePoint, de logiciels de collaboration, d'intégration dans le nuage et ces choses-là, bien sûr. Donc, est-ce que, et c'est un peu la thématique de ce dans quoi je trempe ces jours-ci, c'est-à-dire, est-ce que c'est le contenant qu'on est en train de réinventer plutôt que le contenu? Quand même, hein? C'est une bonne réflexion. Le saupoudrage de Googleisation. Ouais, j'adore ça. Ouais, il est pas fou, notre chialeux, pareil. Hein? Il s'exprime bien, hein? Ouais, il a fait ses clairs. Il a dû répéter 2-3 fois. C'est ça, Comment tu réagis à notre chialeux? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a raison, puis ça fait partie, c'est drôle, de notre vision chez Nexus. On veut révolutionner ce monde de la consultation-là pour le rendre plus transparent puis plus humain. Parce que c'est trop vrai que la plupart des organisations, c'est de l'impartition, du staff augment, je te prête quelqu'un puis redonne-moi-le quand t'as fini. T'sais. Ah, ok, ouais. Fait que c'est sûr que quand tu fais affaire avec des entreprises ou des business comme ça, puis qu'après ça, tu saupoudres du l'humain est important, c'est dur parce que le modèle, comme il dit, c'est le compte. Tu essaies de changer le contenant, mais ton contenu est le même, tu sais. Ouais. Nous, on essaie de faire un changement aussi au contenu, c'est-à-dire de la façon dans laquelle on bâtit notre offre de service. On
on essaie au maximum de pas avoir de mandat d'une personne seule, par exemple. On va toujours te proposer une équipe de développement qui vient avec, tu sais, un gestionnaire de projet, un coach d'équipe, 2-3 personnes minimum. T'es très team, t'es très crew, il dit ça. Ouais, c'est ça. Puis peut-être que je vais dans un extrême trop, puis ça me cause des enjeux. Bon, on va en parler avec les décisions, tout ça. Ouais. Mais oui, absolument. Puis ça, c'est une de nos valeurs, là, le travail d'équipe. Puis ça se reflète dans ce modèle d'affaires-là qu'on a d'offres de services. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas de faire du staff augment. J'en fais pas de ça. J'ai un mandat de staff augment. Pour ceux qui ne savent pas, c'est justement c'est la location là, de. Ouais, excusez ça, moi je connais pas cette expression-là. C'est par exemple, là, souvent dans une équipe dans une organisation, tu vas dire hey, on pourrait finir notre projet, mais ça nous prendrait comme 1 ou 2 développeurs de plus. On te loue ça. Là, on va embaucher 1 ou 2 développeurs de plus. Puis là, ces gens-là viennent pendant. Tu sais, c'est des mandats de 6 mois. Puis là, tu vas prendre soit des pigistes. C'est de la location humaine. Là. Ouais, c'est ça. Fait que essaie de dire comme hey, on a une belle culture d'entreprise, mais genre mon monde, il est comme 6 mois là-bas, 6 mois là. Tu sais, fait que nous. On fait le développement à l'interne. Chez nous, on s'assure qu'il y a un transfert de connaissances à l'interne. Fait qu'il y a raison de dire qu'on peut pas changer juste le contenant, puis pas changer aussi la façon dans laquelle on opère. C'est bon. Puis je trouve ça bon parce que c'est vrai hein, que travail d'équipe, tu sais, écoute, je veux pas te l'enlever, mais t'es pas le premier à mettre ça dans tes valeurs. Mais c'est vrai. Je peux pas trouver des valeurs originales. Tu vois que... mais c'est ça. Mais dis pas que c'est pas bon. Crew work, là, au moins quand tu mets en anglais. Sauf que c'est vrai que, hey, écoute, dans leurs valeurs, par exemple, ils ont travail d'équipe, mais quand t'appelles là, tu parles juste à Caroline, puis il y a juste Caroline qui connaît ton dossier. Puis Caroline s'en va, puis t'es comme moi. Ben, c'est ça. Fait que là, finalement, travail d'équipe, je sais pas que ça se ressent, mais moi, en tant que customer, je ressens pas du tout de travail d'équipe. Moi, écoute, j'ai un one-stop shop qui s'appelle Caroline, tout se passe là. Mais ce que j'aime, c'est que, c'est que dans ta façon de... Le client a l'impression de faire affaire avec un team. Fait que là, le travail d'équipe, il est vécu au quotidien. Il se passe quelque chose. Puis même moi, en tant que client, tu sais. C'est-tu moi ou le vrai flop d'essayer de développer une culture d'entreprise au Québec, c'est le saupoudrage, de la googlisation aussi? Ouais. Tu l'as-tu vécu? Ben, je l'ai pas vécu, mais je l'observe, tu sais, dans le sens où... On regarde des entreprises qui ont simplement ajouté une table de baby-foot. Ouais, c'est ça. Ça va tout changer. Pas en tout. C'est pas. C'est tellement core. Puis c'est pour ça que nous, on travaille sur notre modèle de gestion parce que ça part de là. De la façon dans laquelle on travaille, qu'on prend des décisions, la façon dans laquelle on opère, qu'on gère la business, ça reste que ça fait partie de ta culture d'entreprise. Puis une culture d'entreprise, pour moi, c'est pas des objets ou des choses ou juste. C'est un paquet de. C'est un paquet d'éléments qui se passent, les interactions entre les humains, c'est un peu ça qui fonde puis qui forge la culture d'entreprise, puis c'est ça qui est dur à conserver. Mais moi, j'aimerais te poser la question directe, là. Tu as travaillé chez G-Soft, tu as vu, écoute, puis il a pas juste fait des bons, du moins bons, tu sais, ça a été une aventure, c'était un grand laboratoire expérientiel, puis c'est correct. Puis là, toi, ben là, tu sors de cette expérience-là, que même, tu faisais partie des 20 premiers, fait qu'on peut dire que tu fais partie de la gang qui a bâti ce que G-Soft, on les connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Toi, maintenant, tu as le contrôle à 100% de ta culture. C'est quoi pour toi une culture d'entreprise? Taboire, mon gars, c'est raide, ça. Hein, quand même. Ça, c'est mon moment. Mais là, en passant, ça, si tu veux des heures et des heures de débat houleux entre Martin, moi et du gin tonic pour répondre à cette question-là. Ah, il y a un podcast complètement dédié à ça, là, puis chaque invité a sa réponse, mais tu sais, la réponse qui me convient le plus ou qui me rejoint le plus, je pense, c'est cet amalgame d'interaction ou de pratiques non dites qui existent entre les gens, la façon dans laquelle la collaboration s'effectue, pour moi, c'est un peu tout ça. Comment les gens se perçoivent entre eux dans une organisation dans laquelle ils collaborent. Tu sais, je sais pas où j'avais lu ça, mais tu sais, c'est quelqu'un qui disait que la culture d'entreprise... Tu sais, non, je ne quoterai pas quelque chose que ouais, tu vas quoter de croche, mais c'était quoi l'idée, elle le fond? C'est le nombre de mensonges que tu dois effectuer pour faire partie de l'équipe. Tu sais, comme ça définit un peu ton... je dis un peu croche, mais tu sais, dans le sens, tu sais, qu'il faut que tu te mentes, tu sais, pour faire partie de la gang, ouais. c'est un peu malsain ou tout croche. Ouais. Pour moi, la culture d'entreprise, c'est un peu cet amalgame de valeurs qui existent là entre les gens, puis la façon que c'est opéré. Là. Mais t'as raison, en passant, je salue les gars de Culture Inc. J'imagine que tu l'allais là tantôt, parce qu'on va être sûrement invité à aller jaser avec eux autres. Là, oui, Mathieu. Écoute, on y parle l'après-midi, je viens de t'annoncer ça, ils viennent nous écrire. OK, c'est parfait, ça fait que, tu sais, on jase avec eux autres. L'idée, c'est pas de redéfinir la culture, mais c'est vrai que si tu veux pas qu'on saupoudre
Faut trouver une manière aussi de l'activer, de l'implanter, pas que ça crée de la frustration, de l'insatisfaction, des attentes surréalistes, tu sais, d'un monde où moi je me pars une business, là, tout à coup, je dois compétitionner, c'est le cas de dire, je deviens un compétiteur avec du monde qui font tellement des affaires cool, mais à la base, je crée des clous de poignées de cercueil, je sais pas trop, tu sais, je suis pas si hot que ça des fois dans ma business, là. Pour parler à différentes entreprises, pour coacher différentes entreprises, on réalise que de mettre des belles pancartes en avant, puis de faire semblant d'eux, puis d'aller chercher quelques petits éléments, puis d'en faire, écoute, comme si c'est vécu chez nous, c'est absolument incroyable, ça fait l'effet contraire, ça démobilise l'équipe à l'interne. Quand ils voient ça passer, ils disent, écoute, c'est pas tant que ça chez nous, là, ils arrêtent, là. Mais, ce qui fait que plus que l'équipe de marketing pousse, si c'est pas vécu à l'interne, ça va démobiliser le peu de culture, puis le peu de ce qui reste de l'humain de l'organisation, ça le démobilise. Fait que c'est là qu'on se ramasse avec une chaudière pleine de trous, là. On rentre du monde, on en perd, on en rentre, on en perd. Parce qu'au fur et à mesure qu'on en remobilise une nouvelle gang, on en démobilise un groupe en arrière. Fait que ce qui fait qu'on y arrive jamais, là. Puis c'est ça qui arrive dans beaucoup d'organisations. Mais c'est ce que j'aime de l'angle de votre podcast. Parce que dans le fond, ce que j'aime voir, moi, aujourd'hui, peut-être, là, dans les articles, des choses que je vois sur la culture d'entreprise, c'est hey, qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Exactement. C'est ça que j'aime un peu de votre angle, parce que au final, c'est facile de dire hey, on est donc bien bon, on est donc bien cool. Regardez ce qu'on a fait, regarde, c'est donc bien hot, qu'est-ce qu'on représente, qui on est. Tandis qu'en fait, moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est hey, tu sais, c'est hot, c'est vrai, c'est cool, là, ce que tu as fait, c'est innovant, puis c'est cool, mais comme c'est où que ça l'a. C'est quoi les défis que tu as rencontrés? Ça a de la valeur pour moi, puis c'est pour ça que je suis content d'être ici parce que je sais pas à quel point on est dans les flops, là, mais t'es trop content, là. Être ici, c'est un flop, finalement. mais dans le sens où, tu sais, j'ai envie de pouvoir partager, puis j'avais souvent dit à ma gang, j'aimerais ça que si on partage quelque chose, on le partage avec une optique de partage d'expérience. Exact. Et non de marketing. Puis ça fait la même affaire. Au final, là, tu vas quand même bénéficier de la visibilité qui vient avec. Mais l'angle est meilleur. Je comprends ton point. Ben oui. Ouais, tu sais, plutôt que flasher plutôt que de... l'article que j'ai écrit sur la politique de sport, par exemple, j'ai attendu 1 an, puis ce que j'ai publié, c'est mes résultats, tu sais. Puis c'est important pour moi puis c'est pour ça que j'ai pas encore publié sur notre modèle de gestion, puis j'en parle là, puis je comprends. Parce que c'est un flop, parce que pour moi, je vais en parler quand je vais avoir eu 2 ans, puis je vais pouvoir écrire quelque chose d'intéressant pour le monde. Regarde, on a essayé ça, puis voici tous les enjeux qu'on a rencontrés, tous nos pitfalls, là, je sais pas en français comment dire ça, mais toutes les embûches qu'on a rencontrées dans le processus, puis comment on a essayé, puis on est toujours pas à une solution parfaite, puis je pense pas qu'elle existe, la solution parfaite, mais notre saying à l'interne, c'est qu'on n'est pas parfait, on est très imparfait, mais on est meilleur qu'hier. Écoute, pour nourrir la conversation qu'on a eue tantôt, là, parlant de l'équipe de... En matin, on discutait, on s'en venait ici pour le podcast, puis... On se prépare beaucoup d'avance, là. Mais je lisais récemment, puis je parle avec une gang là, prochainement du virage 4.0, l'industrie 4.0, l'industrie du futur. On en parle tellement, tu sais. Ouais. Et ça vient avec tout le monde, l'humain et la technologie, parce que là, on veut surtout pas que, évidemment, la technologie nuise à l'être humain, au contraire. Puis l'équation qu'on voit naturellement, c'est que, de toute façon, l'humain va toujours rester, même que c'est ton edge encore plus fort dans la technologie, l'être humain, tu sais. Mais, moi, il y a un mot qui ressortait de la culture 4.0, si on veut l'appeler comme ça, là, dans le futur, c'est le mot connexion. Tu sais, on dirait que je m'éloignais quand même, parce que la hiérarchie, là, c'est d'établir, je me pose pas de questions. Tu sais, je veux dire, je pose à lui, s'il me dit que c'est OK, ça descend. Tu as parlé tantôt du système, soit de l'Église ou de l'armée, c'est que tu te poses pas de questions. Ça descend. Des exemples très connus de la hiérarchie classique. Tu sais. Sinon, à l'inverse, l'entreprise libérée, ou je dirais l'holacratie, qui est hyper ouverte, on dirait que ça crée, on s'en aperçoit, une espèce de flou. Tu sais. L'idée, d'un côté, tu as la hiérarchie qui, au moins, donne un pôle de référence. Tu sais, moi, je me fie à quelqu'un. De l'autre côté, ça crée un réseau. C'est du monde qui s'entretiennent entre eux, puis ils trippent entre eux à prendre des décisions, comme tu dis, ou en tout cas à faire avancer les choses. Mais ce qui liait les deux, ce que je m'apercevais, c'était le mot connexion. Il y a comme une connectivité qu'on doit assurer. Dans les deux cas, ça marche. Parce que du côté de la hiérarchie, on dirait qu'entre le monde, ça crée un lien direct pour prendre une décision. Puis de l'autre côté, dans évidemment le réseautage que ça peut créer, tu sais, tes groupes, tes crews, c'est cette idée-là de fond, tu sais. Autrement dit, peu importe où ce que vous allez aller dans votre vision, là, tu sais, dans votre modèle de gestion, comment qu'on va faire pour assurer une vraie
connectivité pour avoir une décision la plus efficace. Puis je pense même, tu sais, avant, on disait qu'on avait des équipes de direction. On s'entend-tu que c'est le genre de mot qui va très mal vieillir? Là? C'est vrai. Mais à cette heure, on est rendu avec des équipes de connexion. C'est ça notre but quand on se lève le matin, notre gang, c'est est-ce qu'on génère des connexions dans notre organisation? Ouais. Est-ce qu'on crée des crews qui sont connectés, qui ont des missions claires? Là, il nous reste, on n'a toujours pas réglé notre mot à dit dossier, comment qu'on tranche après. Mais à quelque part, je pense que notre mission future, c'est ça. Mais t'as plus de modèle de gestion, t'es rendu qu'un modèle de connexion. T'as plus de gestionnaire, t'as des connecteurs. Ouais, c'est ça. Juste changer le nom, ça fait du bien. Un exemple de ce que vous dites, on a... Je pense que oui, vous avez raison un peu dans le fait où cette fameuse équipe de direction-là, elle perd un peu sa saveur ou son sens. Ouais. On est allé en début d'année, janvier, on dit on va faire un lac à l'épaule. C'est très bon, on s'en va s'isoler, puis on réfléchit un peu à l'avenir, puis les enjeux qu'on vit actuellement, puis où est-ce qu'on veut aller, puis ça. Puis un de nos gros constats avec l'équipe, le crew stratégique, c'était comme il nous manque bien du monde pour avoir ces discussions-là. T'sais. On n'est pas. Qui c'est qu'on. On s'est comme rendu compte, puis on a attaqué d'autres enjeux, puis on a parlé sur. On a quand même clarifié notre vision puis notre alignement. Il y a quand même une valeur là, de se regrouper, mais pour adresser des enjeux organisationnels, on n'était pas les mieux placés. Fait que c'est. Je pense qu'il faut laisser un peu. C'est plus organique. Les connexions, c'est organique. Exact. La hiérarchie de la connexion est établie. Voici la connexion qui te lie à ton superviseur. Tu laisses pas le choix, exactement. C'est ça. Puis pour vous donner une idée, les connexions, on les pousse encore plus loin. Ou à l'interne, quand tu arrives chez Nexus, on te dit, écoute, tu vas choisir ton coach ou ce qui va être le plus proche que tu vas avoir d'un gestionnaire chez nous. Fait que tu vas choisir ton gestionnaire dans l'organisation. On te donne du temps pour rencontrer les gens, pour venir valider le fit. Parce que c'est important, tu sais, souvent on dit qu'il y a des Attends un peu, là. Choose your manager, c'est quoi ça? Oh, là, c'est un peu... Là, ça me fait vraiment triper, là. Moi, j'arrive chez vous... Ouais. Après ça, je vais vous parler d'un flop, parce que sinon, on respecte pas votre podcast. J'adore ça, tu compenses tout le temps. Ouais, c'est ça, mais c'est faut que je vous ramène, les gars. Faut pas triper longtemps. Merci de nous ramener dans Faut pas triper longtemps. Ce que je vous présente pas assez sur mes problèmes, puis là, je suis comme... Moi, je suis là, vous parlez... Le gars se ramène lui-même dans ses problèmes. Mais j'aimerais ça parler de mon flop. Je suis venu pour ça. C'est ça, il veut juste qu'on règle ses problèmes, pas qu'il nous parle de ses réussites. On est des psychologues, finalement. Mais t'as peu. Fait que moi, je m'en vais chez vous. Mais là, tu évalues un peu mes compétences, puis tu me fais rencontrer divers angles de mes compétences. Non, on a des gens à l'interne qui sont nos coachs. Ça, c'est des gens, nos gestionnaires, on va dire, gestionnaires de carrière. Les gens qui vont être là pour t'accompagner dans ton développement de carrière. Parce que c'est ça que ça sert. Tu nous parlais tantôt, c'est un de tes crews, là. Non, le crew va chapeauter un peu justement le travail, coordonner les affaires, puis le crew a plein d'autres enjeux aussi. OK, le gestionnaire que tu choisis, c'est pas pour l'angle rémunération ou ce que tu as dit tantôt, c'est uniquement gestion de carrière. Développement de carrière. C'est pour ça qu'on l'a appelé un coach, parce qu'il est vraiment là pour t'aider, t'accompagner dans ce processus-là. Il est pas là pour... il va être là pour peut-être aller chercher le feedback de tes pairs pour essayer de t'aider à je comprends tellement plus pourquoi tu le choisis. C'est toi puis moi. Là, exact. Puis là, je veux juste, avant qu'on continue, là... Une affaire qui m'avait impressionné, c'est que tu avais combien d'employés quand tu as engagé ta première personne au RH? 20. Hey. À 20 personnes, il a déjà débloqué un budget en ressources humaines. Fait que tu sais, ça, là, ça m'avait impressionné. T'es rendu à combien de personnes? On était à 2. Oui. On était à 2 à 20. 2 pour combien? 2 pour 24, non? Hey, il y avait 2 personnes en ressources humaines pour 24 employés, c'est malade. Fait qu'on voit la priorité de l'organisation. Dans le sens où, si tu dis que c'est important pour toi puis tu mets pas l'énergie là-dedans, c'est encore une fois, tu es en train de saupoudrer, de googliser. Clairement. Fait que là, toi, écoute, nous autres, on rencontre des entreprises qui sont à 100, 150 puis ils n'ont même pas ou ils n'ont une. Un pour 75, là. C'est fou. Fait que là, on voit que ta priorité est là. Mais aussi, l'autre chose, c'est que là, je trouve ça vraiment intéressant, c'est qu'on sait que la gestion de la carrière des gens, le sentiment d'accomplissement de qu'est-ce que je fais ici, puis la business m'aide-tu à accomplir mon why personnel, mais toi, c'est tellement important qu'il y a quelqu'un qui s'occupe juste de ça. Ouais, toi, tu vas t'occuper de la carrière, tu vas t'assurer que tout le monde grandit. Est-ce que c'est ça qui se passe dans les faits? Ah, c'est ça, que vas-y que ton flop. Qu'il faut, non, mais tu sais, c'est facile, là, c'est sur papier. Là, on dit, OK, parfait, on va avoir un gestionnaire, les gens vont choisir leur coach. Là, t'es comme, ouais, c'est hot. C'est beau dans l'idée. Puis là, ouais, c'est ça. Là, vous êtes comme, c'est hot, je veux ça. Tu sais, l'enjeu qu'on a vécu avec cette pratique-là, c'est que... On s'est lancé dans le coaching, parce que ça partait d'une vision où, en tout cas, personnellement, puis on a partagé ça, les bons gestionnaires qu'on avait vus, c'est des gens qui prenaient une posture de coaching, des gens qui étaient là
plus pour t'accompagner et non pour te dire quoi faire. Puis on voit ça partout. Là. Ça dit qu'un bon gestionnaire, c'est un coach. Exactement. Par contre, faut pas oublier que le gestionnaire, il y a d'autres responsabilités qui viennent avec ça. Puis c'est pas juste du coaching. Puis on s'est lancé à 100% dans le coaching. C'est devenu un coach tellement coach qui était trop passif. On a besoin que ton gestionnaire remonte l'information, s'assure que ton développement de carrière c'est connu de l'organisation, que tes ambitions sont connues pour qu'on puisse t'aider à te développer là-dedans. Parce que, veux pas, si le rôle d'un coach purement défini, c'est vraiment juste qu'il est là pour t'aider à cheminer dans ton raisonnement. On va aller à ton rythme. L'important, c'est que tu grandisses. Ça prendra, c'est un peu ça. C'est ça. Sauf que là, nous, on s'est rendu compte, OK, mais là, le coaching, ça a besoin de plus de dents. Dans le sens où nos gestionnaires de carrière, on a décidé de laisser le nom de coach parce qu'on aime ça, ce que ça représente. Par contre, on va venir qu'à essayer de trouver des façons de répondre à d'autres besoins que les gens ont. Les gens, oui, ont besoin d'accompagnement, mais il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de supervision. Puis ils veulent ça, tu sais. Oui. Quand t'es rendu à un certain stade de ta carrière, t'es content d'avoir quelqu'un qui t'aide à cheminer dans ton raisonnement personnel. Quand t'es en début de carrière, des fois, t'as juste besoin de quelqu'un qui te le dit quand ça sort pas, qui est plus là pour te mentorer presque. Là. Je t'écoute parler, puis je trouve que la ligne est mince dans... J'engage des employés, je leur veux du bien, je suis dans la bienveillance. J'ai 2 personnes de ressources humaines, tu sais, pour 20 personnes, 24 personnes, c'est malade. Mais d'abord, j'ai une business à rouler aussi. Puis les gens veulent performer. Tu sais, on dirait qu'il y a comme les deux tout le temps qui chevauchent, puis c'est pas mieux l'un, en tout cas plus l'un que l'autre, si je comprends bien. Non, puis je pense que ça a été notre flop, c'est qu'on est allé trop dans un. Puis pas la bienveillance. C'est ça, on est parti d'un modèle, on veut quitter ça, puis là, on est allé de l'autre bord. OK. Un peu comme, là, je sais pas, en tout cas, tu sais, G-Soft a été beaucoup dans la culture. Oh, puis a ramené un peu le hockey. T'es un peu là, tu sais, faut balancer, tu sais. Puis je pense des fois t'as besoin d'aller dans un extrême pour créer le clash, puis après ça tu retrouves ton équilibre. Mais nous, tu sais, notre erreur, ça a été peut-être se lancer dans un modèle qui était bien trop beau sur papier. puis pas assez, encore une fois, tweaker rapidement. T'as raison. Moi, demain, je cherche un coach ou je cherche un gestionnaire pour amener un département à performer. C'est vrai que c'est pas nécessairement le même profil à 100%. Parce que, tu sais, le gars qui est coach très, très, très human, ben lui, l'aspect performance, non. On va aller à son rythme. Caroline a besoin de temps. Fait qu'on va y aller ensemble. Fait que, mais là, à un moment donné, c'est parce que toi, tu as des projets à livrer, puis tu as des enjeux financiers, etc. Fait que Caroline, ben, ça serait le fun qu'elle soit performante dans 6 mois. T'sais. Mais fait que là, comment je fais pour l'amener à performer ou à être réorienté ailleurs dans l'organisation pour être quelqu'un de performant dans 6 mois? T'sais. Là, on utilise un terme tellement galvaudé. On en a parlé dans un autre épisode, le mot coach. T'sais, on dirait que c'est un mot. C'est un mot valise, je veux pas. Je te demande à toi, c'est quoi la phrase flop là, ou la citation ou le mot, le terme, là, tu fais, moi, je suis curé d'entendre parler de ça, je suis comme, regarde, là, ça me casse les oreilles à chaque fois, je trouve que c'est tellement là, surfait, là, ou je sais pas trop, là, ça serait lequel? Je peux-tu me permettre d'aller un peu ailleurs? Parce que quand j'ai lu cette question-là dans l'angle ou une des questions que vous posiez dans le podcast, ce qui m'est venu en tête, c'est pas une phrase valise ou un mot valise. On t'en a nommé, tu sais, puis je pense que tu as bien identifié ceux avec lesquels je traite beaucoup, là, le coaching puis tout ça. Okay. Mais moi, ce qui m'est venu en tête d'un point de vue entrepreneurial, tu sais, je suis impliqué, puis je participé beaucoup aux activités de l'Association québécoise des technologies. C'est un regroupement de, je pense, 450 entreprises au Québec en TI, tu sais, puis ils ont un événement à chaque année qui s'appelle Vision PDG, dans lequel j'ai l'opportunité de rencontrer plein d'autres gestionnaires d'entreprises. Puis moi, c'est hyper enrichissant pour moi. Fait que cette journée-là, t'es PDG? Ouais, cette journée-là, tu sors ton costard? Non. Non, ok. Non, mais peu importe, ça reste des gens qui ont comme un peu les mêmes réalités. Mais il y a la voix plus grave, il fait salut. Je me permets. Mais puis quand j'ai lu cette question-là, tu sais, ce qui m'est venu en tête, en fait, ce que je trouve déplorant, puis je partage ça avec certains nouveaux entrepreneurs, là, tu sais, comme moi, qui sont un peu dans le début de cette expérience-là là, de développement de business, c'est on dirait que la question que tout le monde se pose, c'est combien tu as d'employés, puis c'est quoi ton chiffre d'affaires. Puis tellement. De quoi, là? Puis c'est ça qui m'est venu en tête, puis c'est ça qui me fatigue le plus. Question fatigante. Ouais, parce que je m'en fous. Tu sais, si on a des expériences à partager, ou si mon domaine d'affaires t'intéresse, si ma façon de voir les choses t'intéresse, on va avoir une belle conversation.
Je compare ça au ASV des MIRC, là. Tu sais, dans le sens où, tu sais, comme, c'est quoi ton âge, ton sexe, ta ville, si ça fit pas, next. Tu sais, comme j'ai pas envie dans une discussion comme ça de me faire swiper à gauche, là. Tellement. Puis j'ai l'impression que cette question-là. Le Tinder entrepreneurial, là, tu sais. Swipe. Le Tinder entrepreneurial, j'adore ça. Fait que, on dirait que j'ai envie de découvrir c'est quoi la raison d'être de ton organisation, pourquoi vous existez. Même si vous êtes 10, là. Je m'en fous. C'est quoi l'impact? C'est quoi, qu'est-ce que t'emmènes dans la société de plus qu'on n'avait pas, là? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu, genre, faire, comme une chose qui existait déjà, possiblement, puis l'amener ailleurs, amener c'est quoi ta touche, tu sais, c'est quoi ta raison d'être dans le business, tu sais, puis... Mais tout le monde le fait. Je t'ai même demandé au début c'est combien d'employés, blabla. On a comme le goût de savoir combien. Poser cette question-là. Honnêtement, moi... à ta défense, tu l'as posé quelque part dans la... Tu sais, c'est correct. Tu je t'ai pas commencé. C'était réglé, là. C'était pour comprendre un peu la réalité que je vivais en fonction du problème que je t'expliquais. De gestion. C'est correct. Je te remercie. C'est correct de s'intéresser à combien, tu sais, comme... Ça représente quoi un peu les... Mais tu sens que toi, c'est un filtre de conversation pour certains, là. Tu annonces ton chiffre d'employés puis de chiffre d'affaires. Mais comme si notre succès entrepreneurial était basé sur notre chiffre d'affaires, notre nombre d'employés. C'est vrai, quand au final, c'est pas ça qui fait que pour moi, il y a des organisations, tu sais, au Québec qui ont des missions d'entreprise puis des vibes vraiment cool. Je pense à des poches et fils, je pense. Tu sais, vous avez nommé GSoft, il y a Mirigo aussi qui a fait des fichiers importants de la culture d'entreprise. Mais tu sais, ce qui me fait triper de Mirigo, c'est pas qu'ils sont... Je sais même pas combien ils sont d'employés aujourd'hui. Puis de chef d'affaires. C'est ça. Par contre, tu sais, comme ils ont une mission qui est claire puis qui est le fun à regarder puis une vibe qui je les suis, tu sais. Puis j'ai envie de suivre ces entreprises-là qui ont des... Tu sais, qui mettent de l'avant autre chose que leur succès monétaire. Mais t'amènes tellement un bon point. Tu vas-tu encore? C'est fini déjà? Fin de chiffre. Ouais, c'est la fin. On commençait, on grattait, là. Faire l'overtime un peu. On peut faire... on fait notre Jean-Marc Parent, on flash les lumières. Mais on fait de l'overtime, là. Non, mais t'amènes tellement un point, puis écoute, toi au moins t'as un domaine un peu plus sexy, là. Je vais juste te dire, moi, quand j'annonce, j'ai 30 employés, je vends des cartouches d'encre. Je peux te dire que tu sais, ton feeling que t'as, là, je le ressens. Là. C'est comme, puis en passant, je suis pas le A de la place. Il bonifie, c'est 25. T'as rendu toujours à la hausse. Tout le temps, ça aide. Mais tu sais, honnêtement, t'as vraiment raison. Puis ça, c'est tellement de l'ancienne génération, parce qu'on va se dire les vraies affaires. Moi, je rêve d'avoir le moins d'employés puis la plus grande profitabilité de mon organisation. Je veux dire, si je monte ça à 200 employés puis je suis pas rentable, mais que, écoute, ça me permet de me péter de la boue dans le 5 à 7 que j'ai 200 employés, mais je fais pas d'argent. Fait que l'idée, c'est que comment on peut créer un équilibre où j'ai 20 champions, puis on fait des choses extraordinaires, puis que nous, on réinvente notre industrie. Ben honnêtement, à quelque part, on est peut-être plus sexy que l'entreprise qui a 500 employés, puis on n'a pas fait une scène l'année passée. Là. Fait que c'est tellement ça. En fait, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie de façon casual dans les rencontres, là. On dirait que tu mesures le monde comme ça, tu sais. La question, on dirait qu'elle arrive vite quand tu sais pas quoi dire. Là, récemment, là, j'étais avec mon neveu qui a 13 ans. Tu peux pas lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. J'étais comme condamné à m'intéresser quand même à lui pour autre chose, là, parce que je sais très bien qu'il vient de rentrer au secondaire. Puis là, je suis pis Charles, ouais, là, je me disais aïe aïe. Combien d'employés? Non, mais tu sais, tu peux pas lui dire ce que tu fais dans la vie. Tu es étudiant. Honnêtement, c'est un bon exercice que je propose à bien du monde. Là. Laisse faire, là, tu peux t'intéresser. Ah oui, Nexus, qui est cool, c'est bon. Tu sais. Essaie de trouver d'autres questions que la mot t'a dit de questions trop faciles, à la limite. C'est tellement hiérarchique. C'est parce vrai. que, tu sais, honnêtement, c'est parce que si mon organisation... Je suis où, là? Exactement, t'es dans la jauge, là. Il y a 50 personnes dans la place, je suis à quel niveau? J'aimerais ça le savoir parce que ça va... Non, mais c'est à l'image de l'organigramme de leur organisation. Moi, je réglerais ça tout de suite. Je mettrais les business avec les chiffres d'affaires. Là. Puis là, tu mets la face à Nexus Innovation. Le monde rentre, quand elle pose pas de question, il est écrit là, le nombre d'employés puis le chiffre d'affaires. Non, il faut que tu ailles toi-même mettre ton nom vis-à-vis. Ça fait encore plus mal. 24 employés, 2 millions. Comme c'était ta gênée, t'as raison. On a quand même pas réglé. Moi, je veux juste revenir à notre histoire de tantôt. Là, OK. Là, moi, là, écoute, on le règle, défi, on sort ici. Hein? On le règle, là? Tu veux régler ça? Ben, pas le régler, mais juste qu'il faut avancer un peu, là. Parce que là, tu sais, moi, j'ai aimé parce qu'il a amené une piste, là. Il a dit, écoute, on a un crew, la personne qui lève le flag d'une problématique tombe un peu responsable d'aller consulter tout le monde et de trancher à la fin. On s'entend sous l'acceptation ou l'approbation d'un peu tout le monde parce qu'elle a fait le tour. Mais comment clairement je t'outille à être capable de prendre la décision?
sais, faut-tu, exemple, parce que là, t'as raison, parce que, tu sais, tantôt, t'amenais le point, tu disais, ouais, mais si la personne a pris une mauvaise décision parce qu'elle n'a pas fait le tour du crew, là, c'est un échec, son projet. Mais comment on fait pour éviter cet échec-là? Parce que si on le laisse aller, on peut apprendre, on dit, hey, voyons, t'as pris la décision, mais t'as pas consulté le crew, mais là, il est peut-être trop tard, ça peut avoir coûté cher à business. Comment je peux t'embarquer un peu dans un pipeline où je vais m'assurer que tu fais le tour du crew? Tu veux une méthode, toi, là, pour trouver un outil ou quelque chose? Tu veux t'assurer de quoi? Qu'il n'y ait pas d'échec? Ça me tente pas d'être invité à vous je veux pas être invité mais ici. c'est tellement bon. Ouais. C'est d'accepter. Non, mais c'est d'accepter l'échec quand même, parce que ça fait partie de l'apprentissage, là. Tu sais, je comprends. C'est plus coûter cher à la business. À un moment donné, je veux dire, j'ose croire que quelque chose qui va coûter assez cher que ça va mettre un genou à terre pour la business, là. Tu sais, c'est presque... Il y a personne que je connais, en tout cas, pas chez Nexus, qui prendrait une décision comme ça sans consulter les bonnes personnes. Faut faire confiance, encore une fois, au fait que les gens oseront pas prendre une décision qui a un impact financier important. Je comprends. Considérant que ça en a un, justement. Ils vont aller consulter les bonnes personnes. Parce que tu as raison. Ce que tu as dit tantôt, c'est que tu as un crew qui s'occupe de la destination de la business. Mm-hmm. Puis là, c'est normal. Ça, c'est... Les gros dollars sont probablement dans cette cour-là, puis il y a une décision qui est prise avec le team. Mais dans l'opération, c'est quoi, tu veux savoir si ce type de décision-là peut pas avoir un impact qui va ébranler les piliers de la business. Mm-hmm. Mais si on essaie de résumer, parce que chez Martin, tu voudrais sortir avec la méthode infaillible, là, mais il faut que tu attendes l'article de LP là, qui va le mettre. Là. Il ne répondra pas à grand-chose. Mais ce que je comprends, ce que je réalise, c'est comment faire confiance à notre monde, générer des coachs, mais tout en comprenant qu'eux autres, ils doivent faire leur job et pas rester passifs. Tu sais, comment permettre à un crew, une équipe de prendre des décisions, mais que ça soit efficace et performant pour tout le monde. Mm-hmm. Comme on jongle avec là, vous êtes direct dans mes problématiques. C'est ça. Vous avez touché vraiment le fond de ce qui est. Est-ce que c'est un flop? C'est ça que je disais tantôt. Est-ce que c'est un flop aujourd'hui de l'approche qu'on a pris? Ou c'est qu'on n'est pas encore rendu au stade où on l'a fait itérer assez, mais on y croit à la valeur de ce T'as-tu un coach par crew? C'est-tu de même ça marche? Non, les coachs c'est individuel, right? Ils sont pas liés à un crew. Non. OK. Mais ouais. Ce que je comprends, c'est que t'as pas peur du flop. Il faut pas. Tu sais, tu veux l'essayer, puis tu dis, tu sais, je vais me nourrir de l'échec, là. Je pense qu'il faut se nourrir de l'échec, puis il faut surtout pas, puis ça, je travaille là-dessus, je suis pas super bon à ça, mais de pas l'accepter comme. Je pense que c'était ça, notre erreur, là, c'est d'accepter certaines problématiques qui étaient là, puis de regarder une problématique, puis ça fait 6 mois qu'on en parle, puis on n'a rien fait par rapport. Pourquoi ça fait 6 mois? Fait qu'autrement dit, t'es à l'aise de générer des flops. Mais là où c'est devenu un flop, c'est qu'on est tellement à l'aise avec le flop qu'on laisse le flop vivre dans notre organisation. Wow. C'est un bon résumé. J'ai-tu bien résumé ton flop? Ouais. Je suis bon là-dedans. Mais honnêtement, si tu veux savoir ton flop, appelle-moi. Il est tellement pas tout seul. Tu sais, ce que tu nommes là, c'est écoute, là. Fait que le monde vient de faire, ben oui, moi aussi. Tu sais, bienvenue dans le club. C'est quand même ça, pareil, tu sais. Fait qu'autrement dit, il faut être capable de réagir et dire, OK, gang, OK, oui, il y a un flop, là, mais c'est beau, là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour corriger ce flop-là puis d'éliminer les flops de notre organisation? Fait qu'autrement dit, on génère un paquet de flops. Après ça, on ajuste nos flops pour en faire un succès. Puis il faut être rapide sur le... On génère un paquet de flops. Non, mais c'est gang. C'est ça, j'ai accroché quand t'as dit ça, parce que l'idée, c'est pas de générer... L'idée, c'est pas le fun de faire un flop. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de l'échec. Mais c'est pas le fun, l'échec. On veut pas d'échec. Puis le but d'ajuster le tir, c'est justement de pas se rendre à l'échec, tu sais. C'est de se rendre compte rapidement quelque chose qui marche pas, puis de le corriger. Je comprends. Puis le but, c'est pas de dire « Hey, go! Hey, on peut tous se planter, c'est correct. » Mais non, c'est pas, on n'a pas envie de mais si ça arrive, je suis à l'aise avec. Si ça arrive, ben c'est parce qu'on faut être à l'aise avec ça. Mais on corrige. Oui. Il faut juste vraiment pas se retrouver dans une position où on se dit J'adore ça. Sur ces bons mots, on vient de résumer. Martin, t'as-tu un appel à faire, toi, qui serait pas pire? Ben écoute, non, je l'ai pas l'appel. Je voudrais bien te dire oui, mais... Fait qu'on va couper ce bout-là. Ben écoute, ils recherchent toujours le numéro de téléphone magique, mais n'est pas rentré encore. On aurait fait vivre de quoi à LP, là, parce que là, on veut inviter un gars qui vient de partager un flop, c'est Alexandre Taillefer. Hey, t'as-tu une plug pour Alexandre Taillefer, toi? Ben non, je pourrais en 2e degré. Tu vas pas à la cabane à sucre avec de temps en temps ou quelque chose, non? Fait que là, on voulait faire un call live. C'est-tu sur Théo? Le flop oui, c'est ça, exactement. C'est son flop de Théo. Puis on essaie d'avoir au show. Moi, je voulais le savoir. Ça aurait été cool. Puis on voulait jaser. partagé au Culture Fest il y a 2 ans. C'est 2 ans. C'est vrai, ouais. Il était venu. Ça a été vraiment enrichissant. Tu touches de quoi, Culture Fest? Il y en a pas cette année, c'est clair? Ça va-tu revenir?
Tu? Ben là, avec la pandémie, je pense que ça règle un peu peut-être la question de ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire avec ça. Ça a été un beau succès. Là. Parce que tu te rends compte des targets qu'on a. Là. Je veux dire, on veut chercher un gars comme Alexandre Taillefer, Peter Simons. Moi, c'est mon rêve, Peter Simons. Puis là, on a LP aujourd'hui. Nexus. Vous avez trouvé une faux target, les on boys. veut ça à côté, là. Tu sais, on avait LP, Nexus Innovation. Non, mais sans faire, moi, je suis super content de t'avoir rencontré en vrai parce que j'ai toujours parlé avec Claudia qui est vraiment, comme je répète, très inspirante, super cool, vraiment. Et Sarah aussi, qui est à l'interne, qu'on salue, évidemment. Là, on parle de Claudia, mais il y a Sarah. En passant, je tiens à te remercier personnellement parce que t'as vraiment ta partner. Tu comprends ce bout-là? J'oublie son nom. Claudia. Bon, ok, je recommence. En tout cas, je tiens à te remercier quand même personnellement parce que Claudia, elle nous aide, honnêtement. Elle nous a fourni des outils. Elle nous partage un peu. Elle nous suit par l'arrière. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis veut pas, c'est un peu de... Il y a un peu de Nexus dans notre stock, là, tu sais, puis ça, je trouve ça cool. C'est vrai. T'amènes un angle à cette industrie-là que je trouve qui est bien ajusté. Cool. Ouais, il y a quelque chose d'ajusté dans ton approche. Comme tu as dit, t'es allé trop loin, t'es revenu. Il y a comme un équilibre dans cette culture-là. Puis moi, je pense que c'est pas mal le chemin du succès. Là. Autrement dit, ce que Martin veut dire, c'est continue de te planter pour nous nourrir. C'est sûr que ça va faire ça va me faire plaisir parce que si j'arrête de me planter, c'est un problème. Ça veut dire que j'ai arrêté de prendre des risques. Ça veut dire que j'ai arrêté de me poser des questions sur comment on pouvait s'améliorer. Puis ce serait un échec pour moi que de me dire que j'ai plus d'échecs. Même qu'on va, nous autres, à chaque mensuel, on essaie de se forcer là, à présenter nos échecs du mois. On va présenter. Voici nos échecs organisationnels. Fait que vous avez votre flop lab mensuel. Chaque mois, on a le flop lab. Puis des gros échecs qu'on a eu, on a fait des rencontres avec toute l'équipe où on s'est juste mis à nu devant. La façon que tu gères tes échecs va définir un peu comment tu bâtis cette culture c'est facile de dire comme on est correct avec l'échec, mais quand il arrive, comment tu réagis, comment tu... Puis t'as raison que souvent ça, c'est presque la phrase du teaser du show, là, je sais pas trop. Je suis d'accord. C'était très bon, ça. Je suis d'accord. Puis ça, honnêtement, ce qui tue des entreprises, c'est pas nécessairement d'avoir fait un échec, c'est comment tu as géré ton échec. Puis honnêtement, moi, fan de Peter Simon, que je n'ai jamais rencontré... tu vas le faire, ça. Je le plug tout le temps, c'est sûr que maintenant il va m'appeler. Mais, tu sais, honnêtement, il a vécu, ça n'a pas été facile. Quand on a suivi l'histoire, le COVID, ça l'a ramassé, c'était incroyable. Il y avait un centre de distribution avec une technologie avec des millions de dollars d'investis. Puis là, tout d'un coup, il s'est reviré de bord, puis c'était le fun de le voir, il y a 2 semaines dans la presse, en train de nous dire que finalement, Simon est on track, puis ils font des bons résultats, puis ça revient. Il a géré l'épreuve. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. C'est pas le flop qui est le problème, c'est comment je vais gérer mon flop. Mais... Fait que toi, si je comprends bien, t'apprends pas juste à le faire, t'enseignes à ta gang à gérer des flops. Je suis comme le gourou qui sait comment gérer flop, là, dans le sens où j'enseigne, je pense que j'ai une vision, puis j'essaie de la partager. Ouais. De la dire que je l'enseigne. Arrête de mettre de la pression. Là, mais ce que je veux dire, c'est comme de dire que j'ai la solution, puis que je la montre. Oh, mais attends, mets pas une pression que je te donne pas. Je veux dire que, mais quand si, une fois par mois, on se rencontre en gang, puis on parle de nos flops, puis comment qu'on se réajuste, c'est ça qu'on fait. Mais j'essaie de montrer par l'exemple, oui. On ose en parler ouvertement, puis on dit, garde, gang, OK, ça c'est moins bon, ça c'est bon, mais veut pas, indirectement, OK, mettons que t'enseignes ta gang, c'est peut-être un peu fort, mais en gang, vous apprenez à gérer le flop. Il faut. Okay. Il faut qu'on apprenne ensemble des flops qu'on a. Mais moi, j'ai une question. Peter Simons, c'est combien d'employés, puis il fait combien de chiffres d'affaires? Ouais. c'est fatigant. Mais je peux te dire que dans la pièce, c'est un peu réglé quand moi puis lui. Ça, c'est, écoute, j'ai pas autant de la jauge, toi. Hey, Louis-Philippe Vallée de Nexus Innovation, merci beaucoup de ton partage. C'était cool de t'avoir ici à l'atelier 4771. Je tiens à remercier Machine 4771 derrière la production. Dan à la console, merci. Hey Dan, t'as même pas parlé cette fois-ci. Non, mais il a pas été te chercher. Mais non. Il faisait des petits gestes comme ça de la tête. C'est ça, il était tout content d'être heureux d'être content. Ouais, il est présent. Martin, merci beaucoup d'avoir rebondi sur toutes sortes d'affaires. On va continuer, Martin. On va trouver de bons systèmes, modèles de gestion ou de connexion. Des gars, on est rendu avec un nouveau mot. Là, on se texte qu'on a trouvé la recette. C'est clair. Tiens, je remercie aussi Martin Godette, notre chialeux, et H2O Web Media quand même. Là, c'est super cool qu'on soit là. J'espère qu'on grandit notre communauté, qu'on est rendu à 28. On est à 23, je pense. 3 semaine passée. Mais là, on va grossir ça. Je veux dire, Nexus va tout nous emmener plein de monde. Fait que merci à tout le monde d'avoir suivi ce podcast, puis au plaisir de se revoir pour un autre Flop Lab. Yes, sir.
C'était quoi? J'ai perdu mon idée, là. En fait, on enregistre-tu, là? Ou... Tu pourrais être sûr, Dan? Non, mais dans le fond... Ah, OK. Donnez-moi 30 secondes. Là. Ouais. Ok, c'est parti. C'est bon. Les gars, on est en overtime. Overtime! Martin, c'est-tu moi ou... Tout le temps l'air surpris, la cloche. Lui. Ouais, c'est ça, il y a de temps de face. C'est-tu moi ou j'avais tellement peur qu'il soit nerveux, qu'on a eu peur qu'il soit nerveux, qu'on a été sweet avec ce gars-là? On l'a ménagé. Il pensait saigner du nez. Il pensait qu'il a pas saigné du nez. Il pensait se faire ramasser, puis il nous a carrément dit, non, les gars... Prochain, on le ramasse. C'est sûr, mon gars. Écoute, c'est qui la prochaine? C'est Dominique Laverdure. Pauvre elle. Écoute, elle sait pas ce qui l'attend. Ah, écoute, il aurait pas dû nous faire cette remarque-là. Il dit qu'on l'a ménagé. En toute franchise, c'est dur quand même, parce qu'ils ont fait, pour pas de beaucoup de temps, 3 ans, ils ont fait quand même des affaires cool. Ouais. Mais le gars, lui, il dit, ma value à moi, c'est sortir du site puis dire, crème, je me suis fait tellement rentrer dedans que j'ai sorti les éléments qui m'ont rendu vulnérable. Puis c'est ça qui est le plus bénéfique et payant. C'est ça. Je pense que puis la gang qui va nous regarder, c'est vrai que tu veux comprendre le flop, tu veux descendre dedans, puis tu veux savoir un peu où ça fait mal, puis on fait comment pour s'en sortir. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, là, avec nos prochains invités, on travaillera ça un peu plus. Ça juste, là. On est rendu à notre quoi? Dan, on est à quoi? De 4e épisode, là? 4? Mais il dit qu'on va être bon à 10. Ouais, fait que ça veut dire qu'à la gang qui nous regarde, il y en a... On commence à être bon. Ça veut dire que la gang qui nous regarde là, ils n'ont 6 plates encore à se taper. Ouais. Mais après ça va être vraiment hot. On commence à être bon. C'est sûr qu'au début, c'est juste votre famille qui vous regarde. Ah ouais, c'est vrai, ça. pareil. Mais ma mère est fière. Mais plutôt, on va rater notre flop parce que ça aurait été le fun que notre podcast ce soit un flop aussi. Personne n'écoute. Fait qu'on pourrait se réinviter dans 10. C'est ça. Puis chialer de notre premier que c'était notre flop. Mais au-delà peut-être du flop de flop qu'on a fait avec LP, soyons honnêtes. On a creusé des sujets qui n'ont même pas payé. Clairement. Hey, moi, je peux pas croire que... C'est super intéressant. C'est quand même intéressant parce que le mode de gestion aujourd'hui, tu sais, toi pis moi, mon gars, on discute avec du monde que on parle aux gestionnaires, on parle aux décideurs, on parle sur l'équipe de direction. C'est tout à remettre en question, puis en même temps, bonne chance de me trouver un modèle viable dans mon entreprise, le grand, parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que mon système actuel qui a toujours fonctionné, puis qui fait en sorte que, regarde, on est né comme ça, on a existé depuis longtemps, tu sais. Bravo pour ta boîte de tech, là, si tu fais des choses, mais moi, chez nous, je peux pas tout sacrer ça à terre puis faire d'autres choses, là. Non, je suis d'accord. Puis tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant quand on parlait de ces crews qui... OK, c'est beau. Là, tout le monde, écoute, il n'y a pas de hiérarchie, tout est beau, on s'aime tout, puis on est tout égal. Mais il y a de la misère à faire trancher ses décisions. Exact. Fait que là, c'est vrai qu'on tombe tous dans dans ce problème-là. Là, c'est dire, OK, c'est beau. C'est là que le rôle du chef arrivait et disait, tao, on s'en va à gauche. Vraiment. Mais là, si on enlève ça parce qu'on appelle ça de la hiérarchie, on se ramasse un peu avec une gang. Il faut trouver un autre processus pour être capable d'aider notre gang en se mettant pas un au-dessus de l'autre, mais qu'on arrive à une décision, un consensus à 100%. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est un vote à 100%. Mais comment tu fais? Ça arrivera jamais. Fait que c'est quand même assez touché, ça, ce bout-là. Là. On dirait qu'il y a comme une limite à enlever la hiérarchie. Ouais. On dirait qu'à un moment donné, ça marche plus. On arrive à quelque chose qu'il faut revenir un petit peu, dire, OK, on s'appelle peut-être plus directeur de production, mais il faut quelqu'un qu'au moins cette journée-là, ça veut pas dire, c'est peut-être ça, c'est peut-être un hybride, c'est peut-être pas dans l'idée de, on le nomme chef pour les 48 prochains mois, mais dans cette prise de décision-là, il y a quelqu'un qui est nommé à la base de la discussion, pour au final, c'est lui qui va trancher. Puis dans une autre discussion, dans un autre enjeu, ça sera quelqu'un d'autre. Mais c'est peut-être une espèce d'hybride comme ça. Là. Parce que il était très humble. Vraiment. Il y avait beaucoup d'humilité. Ouais, puis je sais pas jusqu'à quel point ça doit toujours être payant pour lui, mais je sais que j'aime ça. Je dis ça comme ça parce que beaucoup d'humilité. Pourquoi on demanderait un chiffre d'affaires? Pourquoi on demanderait un nombre d'employés? J'ai jamais entendu se péter bretelles. Je veux dire, le gars, non, pas du tout. Puis pourtant, non, je le sens dans ce... Puis, tu sais, il a fait 0,50 en 3 ans. Mais est-ce que ça peut nuire, l'humilité? Moi, c'est ma question. Est-ce que, tu sais, quand t'es trop humble, parce que, honnêtement, le monde qui se pète les bretelles puis ils frontent un peu leur réussite et réussissent peut-être mieux. L'humilité, c'est la qualité première d'un bon gestionnaire. Tu penses que c'est payant, toi? Ah oui, clairement. Clairement. Tu penses que Bezos, lui, c'est l'homme le plus riche de la planète avec 179 milliards de dollars actuels parce qu'il est humble? T'amènes un bon point. J'oserais pas me prononcer. Par contre... je l'ai eu, hein. Quand je parle de Bezos, mon gars, ça le fauche à chaque fois. Non, mais attends. Non, parce qu'honnêtement, je respecte cet homme-là, mais il est pas reconnu nécessairement pour sa gestion humaine. Là. Ouais. Lui, c'est sa robotisation qui l'a rendu riche. Mais je suis pas sûr que nécessairement il fait partie des podcasts sur le futur est humain là, aux États-Unis. Je suis pas sûr que c'est lui l'invité. Là. Ouais. Je pense que c'est un choix. Lui, il a décidé, puis c'est pas pour rien.
parlons-en de Bezos, il a acheté Zappos justement parce qu'il manque le côté humain de son organisation. Il est en train de passer à côté de quelque chose. Il avait besoin de quelque chose d'humain. Fait que moi, non, je mélangerais pas les choses. Ça a été un bon entrepreneur. Il voit carrément des années d'avance sur l'humanité, ce qui fait qu'il est capable de réussir en affaires, mais je pense pas que c'est le gars qui voit en avant au niveau de l'humain. Mais ramenons ça à notre invité. Moi, mon point, c'est de dire que trop de bienveillance, trop d'humilité, c'est pas nécessairement plus payant que trop... Moi, je pense que la force de l'humilité... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je pense que la force de l'humilité dans un entrepreneur, c'est que lui, il va avoir le droit de faire des erreurs, puis il tombera pas sur un champ de tir par ses employés puis se faire tirer. Ce que je veux dire, c'est que si tu es humble, tu as le droit de faire des erreurs dans ta gang, mais parce que tu es un entrepreneur humble, la gang vont faire écoute, non, on est là. Tu vas chercher la sympathie de ton team beaucoup plus si tu fais preuve d'humilité. Mais si tu joues le gars qui se pète les bretelles puis qui a l'air d'avoir un certain pouvoir, quand tu te plantes, ils sont fiers de te débarquer. Puis ça, je pense que c'est ça qui fait qu'il a créé une force, une chimie avec son équipe. Tout le monde est partenaire de ses essais-erreurs. Ouais. Puis ça, je pense que c'est sa qualité que l'humilité qui réussit à faire que ça fonctionne. Mais moi, ce que j'entends, ouais, t'as raison. Puis ça y a amené à prendre soin de son monde, donc d'être dans la bienveillance. Par contre, trop de bienveillance, c'est comme pas assez de direction ou de contrôle. Je sais pas comment dire ça. Ben, c'est ça qu'il disait. L'aiguille, il est allé un peu trop loin. C'est ça. Tu sais, il est allé... je suis pas un fan du terme bienveillance, mais il est allé un peu trop loin. Non, mais dans le caring. Je remplace par le caring, parce qu'on veut prendre soin de nos employés. Laisse-moi, dis-le en anglais au moins. Parce que anciennement, on disait au monde quoi faire. T'es payé pour être ici, ferme ta trappe. Mettons, je fais exprès. Là, on est rendu dans le contraire. Là. C'est mon Dieu, ton premier client, c'est ton employé, c'est ton client interne. Faut que tu le dorlotes puis pas à peu près. Je fais exprès là, pour mettre les deux caricatures. Y a-tu un point entre les deux quand même? De rappeler, crime, t'es pas ici pour rien. En même temps, hey, ben t'es ici parce qu'on te veut pis on t'aime. Il y a comme un peu des deux. Puis la ligne est mince des fois parce qu'on peut trop verser dans un, comme il a dit pour la révolution, là, pour changer les affaires, mais c'est pas mieux des fois. Tu sais, faut avoir cette espèce de dosage-là. C'est fatigant, oui, parce que lui, il a même été dans des espèces de coach qui poussaient le caring au maximum. Solide. Puis qui misait zéro performance. Mais en passant, faut pas oublier, la performance, tu le sais, c'est un des principaux éléments de mobilisation. Ouais. Fait que si tu m'amènes tellement dans le caring, mais tu mesures pas ma performance en tant qu'employé, puis t'es pas capable de m'amener des outils de mesure qui prouvent que je performe dans ton organisation, c'est ça. Tu vas me carry à côté, mais pourtant, je serai pas mobilisé. Fait qu'il faut l'équilibre de dire, écoute, t'es chanceux de faire partie d'une business comme la mienne qui performe. T'en fais partie, c'est même un game changer dans nos milestones de business. La preuve, c'est garde ce que tu accomplis, garde ce que tu fais. Ça me mobilise. Mais il faut qu'il y ait une dose de caring qui dit, mais le jour que les genoux vont te fléchir, je vais être là pour te supporter. Fait que là, c'est un équilibre là-dedans. Là. D'un côté, t'as le caring, de l'autre bord, t'as la pression. Avant, on mettait beaucoup trop de pression sur le monde. Tu sais, ce que j'entends, tu vois, je cherchais ce mot-là l'autre jour. Là. Le monde du travail, le monde de l'entreprise, le monde du travail, là, globalement, c'est un mot, puis depuis qu'on est tout petit, c'est la pression. Tu sais, la première fois qu'on te demande « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Martin? » Je te mets déjà une pression pour « T'as besoin de me le dire, mon gars, prochaine fois, parce qu'au party de Noël, il faudrait que tu le dises à mon oncle Jean-Guy qui t'a posé la question. » C'est déjà la pression de devenir quelqu'un. Tu sais, ça lâche jamais. Jusqu'à temps que on devienne, en tout cas, j'espère qu'on va aller dans un bout où... Ouais, mais oublie pas que là-dedans, c'est fait pour que tu sois heureux, que tu prennes soin de toi. Là, on est dans le caring. Ouais, c'est ça. C'est drôle comment on doit jongler avec ça. Puis, il y a des business comme Nexus Innovation. Il y a des business comme Amazon. Amazon, peut-être trop pression. Tu sais, Bezos a voulu changer ses choses. Nexus, peut-être trop caring. À un moment donné, c'est correct, la bienveillance, mais y a-tu une limite, tu sais? Trouvons notre juste milieu. Parce que moi, en tout cas, sérieux, je suis pas pour tout, mais c'est un peu de même. On fonctionne à la pression pareil. Tu sais, si tu me dis, ça pourrait être mieux, mon gars. Maintenant, je ça pourrait être mieux. Je fonctionne de même, pareil. Absolument. J'ai besoin de sentir ça. Mais en même temps, il y a une dose aussi, mais good job, tape dans le dos. C'est comme les deux, finalement. Là. Mais moi, je dirais, c'est pas... Je trouve que t'es un peu trop... C'est pas le terme pression. Je pense que c'est la dose de pression. Bon, grosse nuance. Là. Oui, non, mais quand même, il y en a une. OK. Parce que, tu sais, on pense à Mel chez nous, là. Ouais. Elle a de la pression. Ouais. Honnêtement, elle nous supporte dans la vague qu'on vit, puis elle a notre croissance, c'est pas évident. Ouais. On a une championne qui est en arrêt temporaire parce qu'elle vient d'avoir une petite. Fait que là, ce qui fait que sa pression est un peu élevée. Ouais. Mais on réussit à lui donner la bonne dose de reconnaissance au bon moment. Quand elle a besoin de repos, il faut être disponible pour y en donner. Mais à quelque part, cette pression-là, qui n'est pas over ce qu'elle est capable de supporter, par exemple, mais cette pression-là,
augmente son sentiment de réalisation. Parce qu'elle sait qu'elle réalise de grandes choses en ce moment puis qu'elle supporte une organisation en forte croissance. Ouais. Fait que c'est-tu la pression en général? Non. Je pense qu'à quelque part même, une pression juste bien dosée, à quelque part, ça donne un peu de piquant dans ton travail puis tu as l'impression de vivre une aventure. Mais une surpression de mon équipe, que ça vient, que ça t'écrase, c'est là que les genoux flanchent. Fait que là... Il a déjà répété ce que j'ai dit, mais avec des meilleurs mots, lui. Là, Non, arrête. C'est la même affaire. T'attaquais la pression en général. Pas ça, là. Moi, je fais juste dire que pression peut être bon. C'est ça que je Ça disais. peut même être un outil de mobilisation. Ouais, mais moi, c'est ça mon point. C'est de mettre le peser sur le bon bouton au bon endroit. Là, Puis savoir quand est-ce qu'il faut que je relâche. C'est bon, ça. Faudrait avoir un chandail. Martin, on se fait un chandail. Okay? Sur le chandail, il y a un bouton pression, puis un bouton caring. Ah ouais, Là, ouais. C'est vraiment, ça te rappelle que l'employé choisit quel bouton présentement avec lui dans mon intervention. Mais j'aime ton image. C'est pas fou. Tu peux pas juste peser sur le bouton pression, puis Non. jamais toucher le caring. Exact. Tu peux jamais juste pousser sur le caring, parce que maintenant, c'est beau Calme-toi, ici, là. on est bien, mais écoute, j'ai l'impression que je sers à rien. Fait qu'on crée un équilibre. Là. Ça, j'aime Exact. vraiment l'idée. Un t-shirt pour gestionnaire, là. Tu sais, que tu mets ça sur tes employés, puis tu le rappelles que de temps en temps, il faut que tu pèses sur un bouton ou sur l'autre bouton. J'haïs pas ça. Ça veut dire qu'autrement dit, la mobilisation, c'est la parfaite dose de la fréquence que tu pèses sur chacun de ces boutons-là. Fait qu'on brand le t-shirt? C'est vraiment cool, j'aime ça. On l'invite sur Google Podcast, puis oui, donc. Mot de la fin. Martin, overtime déjà terminé. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, ou presque. Non, c'est pas vrai. C'est toujours agréable. Hey, écoutez-nous sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Toutes les plateformes sont là. C'est vraiment toujours un plaisir d'être avec vous autres. On se retrouve dans un prochain overtime. Lâchez-nous pas. On a besoin de vous autres parce que d'un flop peut naître n'importe quel outil. Fait qu'on peut s'en servir.